Donc je disais tantôt qu'il y a une vidéo qui est sortie cette semaine et qui d'ailleurs vous remarquez que ça ne fait pas du bruit parce que ça n'intéresse pas beaucoup les Africains. Cette vidéo n'aurait été intéressante que s'il y avait un blanc quelque part qui était impliqué. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de blanc. Ça ne choque pas les Africains, ça n'intéresse pas les Africains. Moi j'ai regardé Facebook, TikTok depuis hier pour essayer de voir si il y a de l'indignation. Par exemple, j'ai cherché dans les posts des abrutis comme Abari Mabael qui est là, qui sont très prompts à aller écouter des giclures, des giclures, des givrés de la cervelle tels que Nathalie Yamb, parce qu'ils croient que ces gens se battent pour l'Afrique. Hier, on a vu une vidéo d'un homme adulte se fait fouetter comme un gamin à l'école primaire. Parce que moi, je dis comme un gamin à l'école primaire au Cameroun, parce que même en Europe, ce n'est plus permis. Ce type de traitement corporel n'est pas humain. C'est méprisant, c'est humiliant pour la condition humaine. Ça ne grandit pas l'homme qui le fait, et ça ne grandit pas l'homme qui le subit. Vivre dans un pays où on peut fouetter les gens comme ça, je trouve, je ne sais pas comment vous arrivez à faire. Hein. Chaque jour que je tombe sur ce genre d'image, je me réjouis d'être devenu blanc et de ne plus vivre au Cameroun. Je vous dis, je ne comprends pas parce que là, ça devrait choquer les Nathalie Yamb. Ça devrait choquer Alain Focard. Alain Focard, il est plus intéressé par les meufs qui vont vendre le gésier à Dubaï. Mais ça, c'est leur droit, mon gars. C'est pas un fléau. Toute la source de ce problème vient du fait qu'il n'y a pas d'opportunité en Noirie. Vous avez beau vous mentir que l'Afrique fait rêver les gens, ça ne fait rêver personne. Ça ne fait rêver que les ignares qui sont en Occident et qui écoutent ce genre de giclure à la Nathalie Yamb et à Alain Focard. Ça ne fait rêver que ces gars-là. Toutes ces choses-là sont des conséquences. Pourquoi on ne vous parle pas d'influenceuses américains qui vont vendre le gésier à Dubaï? Pourquoi on ne vous parle pas de ça? Pourquoi on ne vous parle pas de ça? Pourquoi on ne vous parle pas d'influenceuses, je ne sais pas moi, norvégiennes à Dubaï qui vont vendre le piment? Pourquoi on vous en parle pas? Pourquoi on vous en parle pas des influenceuses sud-africaines? Quand vous avez le minimum, il y a des choses que vous ne faites pas. À chaque fois que je vous ai vu ici, avec violence, agresser et attaquer des filles comme Cynthia Fiangan, je vous ai dit, Cynthia Fiangan, c'est celle qui vous révèle le problème de votre société. Et vous, c'est cachez-moi ce problème que je ne saurais voir. C'est cachez-moi ce problème que je ne saurais voir. Parce que vous n'êtes pas humain. Vous n'avez pas une approche humaine dans ce que vous faites. Vous avez une approche barbare. Vous ne retrouvez un semblant d'humanité dans votre parcours que lorsque dans l'équation, il y a le blanc. En fait, le blanc, c'est votre facteur intégrant. Pour ceux qui ont fait un peu les formes différentielles, les mathématiques, ils comprennent ce que ça veut dire. C'est le blanc qui te permet à un moment donné de retrouver ton humanité. Le blanc, c'est le facteur intégrant qui, appliqué au noir, lui permet de retrouver son humanité. En mathématiques, on dit qu'un facteur intégrant, c'est une fonction qui, multipliée par une forme différentielle, la rend exacte. Et donc facile à intégrer. Et le blanc, il est ça. Ah bah, vous êtes n'importe quoi. Vous êtes une forme différentielle quelconque, dont l'intégration est un peu complexe. Jusqu'à ce que, hop, le blanc, facteur intégrant, hop, vous redevenez humain. Moi, j'ai vu des gens, quand j'ai posté la publication, pour dire que je vais en parler, les gens me disent non, ils méritent. Si je m'en tiens à Zuimanto, que je ne peux pas toujours croire sur parole, parce que je ne peux pas dire que ce qu'il a dit est vrai, moi je le prends Zuimanto au sérieux que quand il me présente des données qui sont vérifiées. Mais sa parole, je ne prends pas au sérieux, parce qu'il y a beaucoup de racontants, les noirs, c'est des déformateurs. Le fameux, comment on appelle ça, le fameux téléphone arabe. L'information se déforme en se propageant. Donc je ne vais pas le prendre au sérieux pour ça. Mais d'après ce qu'il dit, donc je vais parler au conditionnel, il affirme que cette fessée serait due au fait que le mec a volé des pâtes. Et c'est pas la première fois. Vous vous souvenez le gars qui suit un Sion dans les bananeraies du Haut-Penja disait à Paul Biya le gros cul de sa maman. Vous vous souvenez de ce gars-là ou pas? Ce mec qui a été arrêté, j'étais en prison. Qu'est-ce qui faisait son désarroi? Qu'est-ce qui faisait sa colère? C'est le fait qu'il estimait que lui, dans cette bananeraie, s'il vole un doigt de plantain, il se fait fouetter, il a eu retenu sur son salaire et il peut être viré. Un doigt de plantain. Il ne comprenait pas comment on arrive à voler des milliards dans ce pays, alors que dans une bananeraie, pour voler un doigt de plantain, c'est compliqué. C'était ça le message du gars. Mais comme vous êtes des gens très légers, le cerveau il est très souvent en fuite, en balade, vous avez commencé à être choqué qu'il insultait le président. C'est quelqu'un qui était dépassé, qui dit, mais Paul Biya, comment ça peut se faire? Vous n'allez quand même pas me dire que le patron de ma bananeraie est beaucoup plus performant que vous pour gérer pour contrôler l'argent du peuple. C'était ça le message de ce gars. Mais vous ne l'avez pas compris comme tel. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Ils ont dit, ah, il a insulté la maman du président. Exactement comme le jour où j'avais moi-même dit à Paul Biya le gros cul de sa maman. J'avais récité un certain nombre de faits à côté. J'avais rappelé que je suis toujours du côté de la veuve et de l'orphelin. J'avais rappelé d'ailleurs que c'était un dommage le jour où Paul Biya est né. J'avais rappelé que c'était un dommage le jour où il a eu la mauvaise idée de lui léguer le pouvoir. Et j'ai dit un type pareil, il ne mérite pas d'exister. Et oui, dans une détresse, j'ai dit le gros cul de sa maman. Mais on a retenu que le gros cul de sa maman, on n'a pas retenu tous les problèmes que j'ai énoncés auparavant, parce que la personne de Paul Biya est plus importante que le destin de tous les Camerounais. Et tous les jours, les gens le font. On est en train de modifier une constitution pour mettre un vice-président, pour préparer le cas où Paul Biya peut mourir au pouvoir, parce que Paul Biya est intouchable. On a un homme, on a des institutions qui sont là, qui sont suffisantes. On a un président, il meurt, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat le remplace. Les institutions sont claires, nettes et précises. Mais comment on sait qu'il y a un flou artistique? Au lieu d'avoir demandé au mec de se reposer en 2025, mettre un gars neuf au pouvoir, on l'a reconduit en sachant qu'il n'est pas opérationnel. Et comme on sait qu'il peut lâcher à tout moment en bout de course pour éviter tout problème et tout trouble, eh bien on est obligé de créer le poste de vice-président pour répondre aux besoins de maintenir un homme en place. On a passé le temps à expliquer aux gens que le destin, la vie de Paul Biya est au-dessus de celle des Camerounais. Non, être gouvernant, ce n'est pas être au-dessus des autres. Ce n'est pas d'avoir le pouvoir de décider de toi ou de vie de mort sur les gens. C'est pas ce rôle, c'est pas ça le rôle d'un gouvernant. Un gouvernement, c'est quelqu'un à qui on confie les clés. On dit, vas-y,
Il faut bien toujours quelque part un représentant. On ne peut pas dire à tous les Camerounais, il y a 30 millions. Quand on veut faire un truc, on consulte 30 millions de Camerounais, c'est ingérable. C'est ingérable. La théorie du choix démontre déjà qu'à partir de 3 choix possibles, à partir de 3 choix, il est impossible de mettre tout le monde d'accord. Dès que tu dépasses le nombre 3, il est impossible de mettre tout le monde d'accord. Vous arrivez dans un restaurant, vous voulez préparer une fête, vous faites plusieurs propositions de menus à une dizaine de personnes de sélectionner. Je sais pas, vous avez 7 propositions de menus et vous faites choisir à 10 personnes. Vous n'aurez aucun choix qui respecte Vous n'aurez aucun choix qui respecte la volonté des 10 personnes. C'est à la base d'un théorème mathématique qu'on appelle le théorème d'impossibilité d'Arrose. C'est un économiste qui l'a démontré dans les années 73, Kenneth Arrows. Vous ne pouvez pas. Donc vous êtes obligé de faire un choix à un moment donné. Donc si on a des dirigeants, c'est justement pour qu'on dit, on t'a élu, on te fait confiance dans le fait de mener le pouvoir bien. Mais est-ce que la confiance exclut la méfiance? Non. On part toujours du principe qu'une personne peut se tromper seule, mais quand ils sont deux à décider, ça limite les chances de se tromper. C'est pour ça que dans un cockpit, vous avez souvent 2 pilotes. Et que les cas de figure où les 2 pilotes prennent la mauvaise décision au même moment, où il y en a un qui prend une mauvaise décision, l'autre ne réagit pas, sont tellement rares que ça cause des drames. Regardez la catastrophe du Rio-Paris. Vous avez 3 bonhommes dans le cockpit, aucun n'a pris la bonne décision. Ce cas de figure est très rare. En général, on démontre mathématiquement que lorsqu'il y a plusieurs entités dans un système, les probabilités d'erreur, enfin, encore une fois, il faut bien préciser, des entités libres. Parce que si ces entités ne sont pas libres de s'exprimer et sont obligées d'avoir une parole ordonnée, il y a un biais. Il y a un biais. Donc ça ne peut pas être le reflet de la vérité. Je ne sais pas, vous prenez des giclus qui sont au Mali, qui sont astreints à dire Assimi Goïta, parfait, tu es parfait, tu es parfait, même s'ils sont nombreux, ça vaut rien, ça vaut la parole d'une personne, parce qu'il n'y a pas de liberté. C'est ce qu'on appelle l'effet de grappe. On appelle ça en statistique l'effet de grappe. L'effet de grappe, quand on veut mesurer la cohérence d'un groupe, on essaie d'éliminer l'effet de grappe. Qu'est-ce qui fait que A dise ce qu'il dit parce qu'il suit l'effet mouton? Ce qu'on veut, c'est l'indépendance. Ce qu'on veut, c'est qu'il le fait ce choix de façon indépendante. S'il le fait parce que son papa l'a endoctriné depuis tout petit à le faire, il n'est pas indépendant. Ça s'appelle un effet de grappe. Tu dois tenir compte de ça et ça a tendance à augmenter la taille de l'échantillon. Quand dans une société, des effets de grappe sont possibles, la conséquence, c'est que ça augmente la taille de l'échantillon minimal pour considérer qu'on peut être représentatif. Si vous êtes dans une société comme le Cameroun où les gens sont parfaitement indépendants, une cinquantaine de personnes peuvent être représentatives de l'opinion des Camerounais. Mais en général, il y a l'effet de grappe. C'est-à-dire que quand tu as un boulot qui n'a pas le droit de dire que Cam, tu es un bon type, parce que s'il dit que Cam, tu es un bon type, on commence à lui dire que et toi, tu commences à venir avec tes affaires d'un galafil à la maison, on va le marginaliser. Comme on dit chez les musulmans, on va le tekfiriser, c'est-à-dire qu'on te met de côté, qu'on dit tu n'es plus du groupe. Donc, dans ce cas de figure, cette personne qui dit Paul Biya est un bon présent, il subit ce qu'on appelle l'effet de groupe qu'il faut quantifier quand tu fais ton échantillonnage. Donc, évidemment, quand vous mettez plusieurs personnes, ça limite les possibilités de se tromper. C'est la raison pour laquelle il y a des contre-pouvoirs. C'est-à-dire qu'on donne les clés au président, mais on dit oui, mais enfin, il faut quand même des organes de contrôle. Tu vas quand même pas donner ta clé en main comme ça bêtement. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, depuis que les capteurs GPS existent, les lois de voiture vous donnent les clés de la voiture de location, mais ils tracent la voiture partout où elle va. Donc, ils te donnent les clés, mais ils gardent l'organisme de contrôle derrière. Parce qu'on ne sait jamais. D'ailleurs, quand vous êtes aux États-Unis, lorsque vous voulez une voiture, il y a des États dans lesquels vous n'avez pas le droit de partir. Quand vous voulez une voiture à New York, vous avez le droit d'aller en Pennsylvanie, New Jersey, dans le Maryland et à Washington, dans le Massachusetts, juste à côté. Tu n'as pas le droit, par exemple, d'aller dans le New Hampshire. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'aller dans l'Ohio. Tu n'as pas le droit. Si tu vas dans l'Ohio, ça se détecte. Si quand tu vas venir rendre la voiture, tu vas être chargé. Comme on dit aux États-Unis, tu vas être chargé. You will be charged. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'ils ont vu que tu es sorti de l'État. Donc quand ils te donnent la voiture, ils te donnent les clés, ils te traquent derrière. La confiance n'exclut pas la méfiance. On te donne la voiture parce qu'on sait que la plupart du temps, quand on donne à un monsieur, il revient à la rendre. Il n'a aucun intérêt à se barrer avec. Tu n'as aucun intérêt à te balader avec une voiture, avec une plaque d'immatriculation marquée recherchée, avec toutes les caméras qui apparaissent partout aux États-Unis, en Europe. Tu as très peu de chances de t'en sortir avec ça. Mais on ne sait jamais. On met quand même 10 capteurs de GPS dessus pour tracer la voiture. Donc de temps en temps, le loi il regarde, dit ah ouais, ok, ça va, elle roule, il n'y a pas de problème. Il est toujours dans les limites qu'on apprécie. C'est comme ça. On ne peut pas donner les clés à une personne sans contre-pouvoir. Et c'est justement ça le drame du putsch. Le drame du putsch, c'est de dire qu'il y a un mec, parce qu'il a une tenue, parce qu'il a une arme, et parce qu'il est susceptible de faire peur aux gens, eh bien, il est apte à décider. Parce qu'il peut décider vite, il peut bien décider. Parce que le putschiste, c'est ce qu'il donne comme impression. Il donne comme impression qu'il peut aller vite. Il ne débat pas. Non, 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 non. Vous vous souvenez des scènes de Dadis Camara? Viens ici, viens ici. Souvenez-vous, regardez la scène. Et moi, je me souviens d'en 2010, je trouvais ça pitoyable. Les gens me disaient, mais comment ça, Serge? Enfin, un président qui agit. J'ai même discuté une fois avec un de mes oncles qui était policier. J'ai dit, mais vous êtes sérieux là? Ça s'appelle du théâtre. Ça vous fait plaisir parce que vous vous comportez comme des gamins. Tournez-toi là. Monsieur là, vous avez quel âge? Vous êtes la ministre de la Justice, vous avez quel âge? Ça. Ben, c'est vous qui volez l'avenir des enfants ici. Hein, c'est vous qui volez l'avenir des enfants. Vous êtes à la retraite dès maintenant. Oh, les gens applaudissent à la salle. Oh, Dadis Camara. Les gens, ils applaudissent. Ils applaudissent. Vous êtes à la retraite dès maintenant. Hein? Et toi, viens ici. Pourquoi les tarifs sont si chers? Excusez-vous, monsieur. Excusez-vous. Est-ce que quand tu as parlé, tu as bien t'applaudi? Moi, j'ai parlé, on m'a applaudi. Tu as parlé, on t'a applaudi. Voilà. Et les gars, oh, Dadis, c'est comme ça que les gars sont débiles. Non, c'est juste un clown en fait. C'est un gorille, c'est tout. Il gouverne pas là, il fait le pitre. Donc chez les vrais gens comme nous, ça fait rire. T'as l'impression de regarder un sketch de Gou. D'ailleurs, il ressemblait pas mal à Gou, le Dadis Camara. Moi, j'avais l'impression de regarder Gou avec une tenue militaire faire un sketch. Ça n'avait pas rien de sérieux. La politique, c'est sérieux, les gars. Gérer un pays, c'est du sérieux. C'est pas du tempérament, c'est pas de réagir pour plaire aux giclures. Quand vous faites ça à quelqu'un qui a fait relation internationale, c'est que le mec, quand se voter un économiste, regarde ça, il dit c'est de la merde. T'es en train de demander aux investisseurs de se barrer. T'es en train de chasser les investisseurs. T'es en train de te tirer une balle dans le pied. T'es en train de prendre le gun comme ça, tu vois. Tu regardes ton pied, tu fais pam, pam. C'est ça que t'es en train de faire, connard.
Ça, c'est ce qu'un économiste voit, ça, c'est ce qu'un ingénieur voit, c'est ce qu'un avocat voit. Mais un vendeur de glace, oh, Dadismo, voilà un vrai président. Il a envoyé tu as vu ça? Il a envoyé le ministre de la Justice, là, le vieux là, hein? Laurent Essola, qui est vieux là, qui veut pas passer là. Il a envoyé la retraite direct, hein? Non, ça c'est un vrai gars. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de votre démocratie d'Europe là. On n'a pas besoin de ça. Jusqu'au jour où on attrape ça. Jusqu'au jour où on arrête son père. Quand on va arrêter son père pour une histoire de louche, quand il va aller vouloir plaider, on va dire, quand il va dire, mais quel soit le droit, on va dire, droit là, tu écris droit là comment? Tu écris droit comment avec D-R-O-U-A-T, tu écris droit comment? Quand il va aller là-bas, le policier va dire, mais droit là, tu écris ça comment? Parce que je vois pas trop là, comment tu écris droit, D-R-O-U-A-T, ou c'est quoi? Tu me parles de quoi là? Là, il va comprendre que oui, l'expéditif, c'est problématique. L'expéditif, c'est problématique. Ce n'est jamais une bonne chose. Quand vous voyez, on prend des procès pendant 3 semaines, c'est parce qu'il y a une maxime qui est très simple. Il vaut mieux se tromper et laisser un coupable en liberté que de mettre un innocent en prison. Il vaut mieux s'en prendre. Il vaut mieux laisser un coupable se barrer que de s'en prendre à un coupable, à un innocent. On dit au voleur, au voleur, au voleur. S'il y a doute, vous ne faites rien. Laissez les deux parties. Si vous n'êtes pas capable de dire dans le groupe, dans les deux personnes qui ont volé, qui a volé, laissez les deux parties. Ne tuez pas, ne dites pas, ne choisissez pas un par hasard pour tuer. Ça, c'est pas la justice. C'est l'arbitraire. Tu regardes un. Le gars, tu t'appelles comment? Kamga. Et toi, tu t'appelles comment? Baga. Non, c'est que les Bamila, c'est des voleurs. Donc, on dit que c'est qui le voleur? C'est pas moi. Tu dis, c'est pas moi. Bon, on sait pas lequel des deux. Toi, tu t'appelles Kamga, non? Toi, c'est que les Bamila dans le vol, là, vraiment. Gars, tapez-le, dis donc. Barga rentre chez toi, tapez-le. Voilà votre justice, en fait. C'est ça le genre de justice qu'on a au pays. C'est ça la justice camerounaise. C'est ça la justice noiresque. Et ça, les Nathalie Yamb, les Semi Kebab, les Nyamklan Francis, ils en parlent jamais. Il n'y a pas de problème, hein. Le Cameroun, c'est génial. Le seul problème de la noirie, c'est la France. La France. Je ne sais même d'ailleurs pas comment on écrit France, la P-H-R-A-N-X-E, je ne sais pas moi. La France. Vous écrivez ça comment? J'entends tout le temps parler, je ne sais pas qui c'est le mot France. Est-ce que c'est moi, France? Est-ce que c'est Franklin Yamsi, il est français? Est-ce que c'est Sadio Camara, le général qui est tombé récemment? Il est français. Il avait une carte d'identité française, le gars. Donc c'est un général français tombé. Donc quand on parlait, passait tout le temps à dire les impérialistes, le ministre de la Défense malien, c'était un Français. Ça veut dire que là, il avait gardé son passeport, il n'avait jamais renoncé à son passeport. Ça veut dire que si ça pétait et il avait la possibilité de se barrer avant que ça pète, il serait allé se réfugier à l'ambassade de France. C'est ça que ça veut dire. On est tout le temps en train de vous pisser dans le cerveau, vous êtes là, vous dansez. Non, il faut comprendre que, logiquement, quand tu es vendeur d'eau glacée, sur la gestion de ton pays, c'est normal que tu ne comprennes rien. Ne te dis pas que parce que tu ne comprends pas, on est en train de te la faire à l'envers. Non, 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 non. C'est juste que tu n'es pas équipé. Tu es juste con. On ne te fait pas à l'envers, mon gars. Tu comprends juste rien. Rassure-toi, il n'y a pas toujours d'entourloupe. Bon, évidemment, au Cameroun, il y a d'entourloupe. Hein, voilà, parce qu'ils sont malhonnêtes, pour le coup. Et ça, pour le coup, il faut regarder les personnes qui sont capables d'analyser. C'est eux qu'il faut voir. Mais toi, il ne faut pas te dire que parce qu'un gorille fait ce que tu comprends, ça veut dire que c'est ce qu'il faut faire. Non, non, le gorille a compris que la plupart, comment dire, la majeure partie de la population, c'est des neuneux de ton espèce. Donc, gorille comprend ça. Donc, gorille fait tout pour faire plaisir à neuneux comme toi. C'est juste ça, en fait. C'est pas ce qu'il fait bien. Quand tu arrives, tu dis, nous rompons unilatéralement les accords coloniaux. Oui, mais montre d'abord les accords coloniaux. Il y a 0 accord coloniaux. Ah, la France nous pille parce que vous savez qu'ils vont jamais aller regarder les carnets que vous-même vous publiez. Allez regarder ce que Tiani lui-même publie. Quand Tiani publie, il démontre que la France, en 50 ans, a acheté l'uranium au-dessus du marché, mais il dit jamais ça à sa population. Parce que c'est pas populaire. Lui, sa légitimité, ça se confond dessus l'anti-France. S'il vient dire que non, ben finalement, les gars, je suis désolé, je vous ai raconté des cracks. La France paye très bien l'uranium ici. Les gens vont dire qu'il est vendu, on va le faire démissionner. Parce que ceux qui disent ça, là, ceux qui croient que la France paye, ils n'en ont rien à foutre des données. C'est une pensée qui est comme ça nette, qui va survivre à toute preuve contraire, qui va être présentée. Présenter n'importe quelle preuve contraire, la pensée va résister à ça. Parce que ce n'est pas ça, les faits ne les intéressent pas. Donc si Tiani commence à dire là que non, désolé, oui, les documents que je publie sont vrais, la France a toujours payé l'uranium de façon réglo et même au-dessus du prix de marché. Les gars vont dire, mais tu as commencé à vendre là. Tu as pris l'argent des Français. Pourquoi tu peux nous dire ça? Comment tu peux nous dire ça? Parce que le mec, c'est pas intéressant que ce soit la vérité. Hein. Ça va être simplement, comment tu peux nous dire ça? Comment tu oses après, avec tout le soutien qu'on t'a apporté, Tiani, comment tu peux venir nous dire ça là maintenant? C'est ça que tu vas entendre. Mais ils vont pas te parler de faire. Ils vont pas dire, attends, c'est vrai ce que tu dis là? Non, non, non. Ça va être le comment. Comment oses-tu? Comment oses-tu nous dire ça? Comment peux-tu, après tout le soutien, après tous les marches qu'on a fait, après tous les panels qu'on a fait sur TikTok pour aller insulter les gens, après tout ça, comment peux-tu venir nous dire aujourd'hui que la France a acheté l'uranium au bon prix? Non, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Vous vous souvenez pas de Marlène Avoutou? Marlène Avoutou sur sa page, quand les gars allaient lui montrer mon nom sur les sites français, comme quoi j'étais un G. Ah non, même si on me dit quoi, même si on me dit quoi, alors qu'on n'est pas ingénieur, même si on me dit quoi, même si on me dit quoi, alors qu'on n'est pas ingénieur. Voilà. Comme si la vérité dépendait de votre bon vouloir. Donc vous avez à peu près un système judiciaire que vous méritez. Bon, maintenant ce matin, quand je vous dis je suis allé regarder sur Internet pour voir si la vidéo publiée par Nzumanto faisait réagir, je ne vous cache pas qu'il n'y avait aucune chance que ça fasse réagir. J'aurais été surpris. J'aurais été surpris si je voyais les Camerounais choqués. Parce que ce que le Chinois fait au Cameroun, il fait juste ce que vous faites tous les jours en plus propre. Partons de l'hypothèse. Donc pour mon analyse, je vais partir hypothétiquement du fait que Nzumanto dise vrai. Parce que je vous ai dit, les gens comme les Nzumanto, les Valsero et les Rémi Gonambon, je ne fais confiance à leurs propos que lorsque ceux-ci sont sourcés et vérifiables. Quand Zumanto publie les résultats électoraux, sa crédibilité, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ces données sont vraies ou pas. Et la plupart du temps, elle était, et personne n'est jamais venu apporter la preuve contraire. Donc il n'y a pas de raison à ce moment-là de dire, Zumanto a l'habitude de dire des bêtises. Là-dessus, je vais rejeter les données. C'est un idiot, c'est idiot que de faire ça. Même Abari Mabarel qui est là en commentaire, qui est une giclure de la pire espèce. Mais je sais pas, moi, vous voyez, il fait beau là. S'il vient là avec son thermomètre, il met là, il me dit, Serge, j'ai fait 23 degrés, je vais pas dire, tu manques parce que tu soutiens Nathalie Yamb. Ça n'a aucun sens.
Maintenant, si je me dis que c'est la France qui a tué Mitterrand, je vais lui demander les preuves. Où sont les preuves? Tu as vu où là où est l'ordre de tuer Mitterrand? Où est l'ordre de tuer Sankara de Mitterrand? Où est l'ordre de Mitterrand de tuer Sankara? C'est où l'ordre? Je vais lui demander des preuves. Mais il me montre un thermomètre, il fait 20 degrés, je regarde, il fait 20 degrés, je tape sur mon smartphone, je vois 20 degrés. Je ne veux pas dire tu mens parce que tu soutiens Nathalie, c'est débile. Même ma mère Kamer sait lire un thermomètre. Même ma mère Kamer sait lire l'heure. Si je dis quelle heure, il me dit, il me dit là, il est 12h25. Je ne vais pas dire tu mens parce que tu t'appelles la mère Kamer, c'est débile. Je ne vais pas commencer. Si Adolphe Hilter, si Adolphe Hilter vient ici et dit là, il fait beau, Serge. Je ne vais pas dire c'est faux parce qu'il s'appelle Hilter. Et que le risque, c'est que si je suis d'accord avec Hilter, on m'associe à un Zina. Non, s'il fait beau, il fait beau. Si j'ai une démonstration mathématique qui est faite par Marc Dutroux, ce pédophile, l'un des pires criminels que l'Europe ait connu. Si ce pédophile a fait une bonne démonstration, je ne sais pas, je lui donne un problème de mesure et d'intégration, il arrive à appliquer tous les théorèmes qui font bien le lemme de facto, théorème de la convergence monotone, théorème de la convergence dominée, il fait la démonstration, blablabla, blablabla, il mouline ça, il me donne un résultat qui est palpable. Je vais l'accepter. Si c'est Platini qui vient à côté, il fait n'importe quoi, je vais dire c'est faux. Même si c'est Marc Dutroux. Ça, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à cerner. Quand vous êtes parfois dans mes lives, vous vous dites, ah mais non, c'est Serge, il ne peut que dire des conneries. Et quand vous allez chez Franklin, il me dit, ah non, c'est Franklin, il ne peut que dire des vérités. Avec cette méthodologie, vous êtes capable de gober tout, vous n'êtes pas différent d'une chèvre. Vous broutez là où on vous a attaché. Comment on vous a attaché dans le panafricanisme? Vous broutez à cet endroit-là. Vous n'allez pas loin, vous n'allez pas loin. Moi, quand j'ai envie de manger, je sélectionne un restaurant, je me déplace. Tu vois, je choisis. Je peux être d'accord avec Valsero sur une certaine vidéo. Par exemple, la vidéo de Valsero sur Kémy Seba, j'ai adoré. J'ai adoré la vidéo de Valsero, puisque même une montre cassée, de temps en temps, peut donner la bonne heure. Là, il faisait une analyse objective de la différence qu'il y a entre un activiste africain et un activiste africain qui lui a un passeport français et qui est protégé par le passeport français et qui joue les plus courageux. Oui, Kémy Seba ne peut pas être arrêté au Cameroun parce qu'il dit Paul Biya doit partir. Cette phrase-là n'est pas répréhensible au regard de la loi camerounaise. Tu ne peux pas justifier face à un consul français que tu détiens un ressortissant français parce qu'il a dit ça. Tu ne peux pas arrêter Kémy Seba, tu donnes 20 ans de prison au Cameroun parce qu'il a déchiré un billet de 20 000 francs. De 10 000 francs, pardon. Tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas ce qui est prescrit dans le code pénal. Peut-être qu'il y a une peine, hein, c'est une peine légère. Et tu es obligé de l'appliquer ça. Si c'est 3 jours de détention, c'est 3 jours de détention. Si c'est une amende, c'est une amende. Tu ne peux pas l'arrêter, tu le mets en côte de Guy pour un truc pour lequel il risque une amende. C'est pour ça que Kémy Seba pouvait faire le beau, le mariole dans la plupart des pays francophones. Il était protégé par le passeport français. Maintenant qu'il n'a plus ce passeport français, bah c'est plus la même histoire, mon gars. Dites encore à Kémy Seba d'aller au Sénégal brûler un billet, on va voir. Dites-lui d'aller brûler un billet. Allez, dites-lui. C'est là où vous comprenez que ces gars, ils sont là tous les jours, ils insultent la France, ils insultent la France. Mais en fait, non, ils sont protégés par la France. Parce que la France, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, dès que tu es ressortissant, on te traite comme un Français de souche qui a ses ancêtres dans ce pays depuis la nuit des temps. Je ne connais pas une seule expérience dans ce pays où, malgré mon passeport Bordeaux, j'ai été discriminé en raison de ma couleur de peau. C'est pas parce que c'est écrit sur mon passeport né en Bouddha, un coin perdu, que je suis moins bien traité que Magali qui est née en Nantes. J'ai jamais connu ça. Mais dans votre fantasme, c'est le cas. Vous avez des gens qui disent, ouais, reste en France autant que tu peux. Ils vont toujours te conseiller comme ça. Non, non, non. Non, non. Que ce soit aux États-Unis, partout, quand je sors mon passeport Bordeaux, je suis traité comme un Français. Je n'ai jamais été aux États-Unis, on me demande chez nous, quand j'étais aux États-Unis. Quand je disais j'étais français, quand j'allais dans les endroits touristiques, je disais j'étais français, on me racontait l'amitié qu'il y a entre la France et les États-Unis. Mes ancêtres n'étaient pas français au moment où ils ont réalisé ces belles prouesses. Mais ces guides étaient contents de montrer qu'ils sont reconnaissants vers la France et que je suis le représentant de cette France-là. Il n'y a pas de discrimination. Kémy Seba, quand il passait quelque part son passeport français, il était traité comme un Français. C'est pour ça qu'il pouvait faire autant de boucan. Maintenant, là, s'il passe avec son passeport quelque part, avec un passeport nigérien, on va l'arrêter comme on l'a arrêté en Afrique du Sud. On te cueille. On te coupe, comme on dit au Cameroun. Paf, on te met au youf direct. C'est ce qui s'est passé, les gars. Donc, vous voyez que les gars. Attendez, je vais mettre le parasol. Mag, si tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu peux m'aider à mettre le parasol, s'il te plaît? Bah, si je touche, je casse, après tu vas m'accuser. Donc, fais-le. Bah, oui, je vais pas la prendre maintenant. Fais-le maintenant, s'il te plaît. Dès que je vais toucher, ça va se casser, tu vas commencer à me gronder. Donc voilà, donc on a attrapé l'animal, parce que l'animal n'a plus de passeport. Et la vidéo de Valsero, justement, dans ce sens, m'a plu. Parce que Valsero a dit, en fait, dans l'ensemble des influenceurs, soi-disant activistes, il y a la Champions League, il y a la nationale. La nationale, c'est le petit influençon là. Hein? Vas-y. Non, ils savent pas. Ouais. Max, tu veux m'expliquer ça? Tu m'expliques ça après, tout, juste, Mag. Ouais. Bon, vas-y, tourne, s'il te plaît. Merci beaucoup, Mag. Ah, bah voilà. Merci beaucoup, ma puce. Tu es très gentil. Et puis quoi, parce qu'ils y arrivent avec la machine à laver, je dois maintenant y arriver moi aussi. Non, mais il manquerait plus que ça. Non, non, je veux pas que ça à faire, moi. Il y a plein de choses dans cette maison que je sais faire mieux. On va pas me demander de mettre la machine à laver ou de laver vaisselle, je ne sais pas faire. Et j'ai pas envie de savoir faire. Diante. Donc, que disais-je? Donc, je disais tantôt que. Petite scène de ménage, ça va de soi. Euh, à qui? Sean!
Il y a quelqu'un qui dit, après 30 minutes de bavardage, on ne sait pas toujours grand-chose. En fait, Abarim, tu n'es jamais vu dans mes lives. Moi, je suis en freestyle. Il y a tellement de problèmes en Afrique qu'il est difficile de se concentrer sur un seul problème. Moi, je peux parler des problèmes généraux en attendant que les gens s'installent. Si j'avais parlé du problème dès le départ, il y aurait eu 15 personnes. Tu comprends ça ou pas, Abarim? Tu dis, après 30 minutes de bavardage inutile. Si ce bavardage que j'ai fait au départ était inutile pour toi, tu peux le dire, je te bloque direct. C'est pas parce que tu es là, c'est pas parce que tu es tagué dans une vidéo que ça veut dire que tu es indispensable. Mais live, je parle de tous les problèmes. Est-ce que ce que j'ai parlé, c'est des problèmes qui concernent l'Afrique, oui ou non? Oui. Je n'ai pas raconté ma vie. Je vous ai pas parlé je vous ai pas décrit le café que je suis en train de boire, ou vous parlez du fait que j'adore ce type de gâteau qu'on appelle les tourteaux. Tu vois? Non, non, je suis pas en train de parler de ça. Les problèmes dont je parle, c'est des problèmes de l'Afrique, espèce de crétin. Tu voulais que je commence un problème quand il y a 15 personnes? Partagez le live. Quand vous atteignez un certain nombre, on parle du problème. Il y a quelqu'un qui dit, donc ta femme te gronde, tu nous insultes ici pourtant. Mais les gars, ah, mais peut-être tu sais pas, moi, Moustapha. Ah, mais moi, je suis plus fort que tous les Camerounais, mais je suis plus faible que ma femme. Hein. Ah, ça, peut-être tu le savais pas. Eh, hey, attends, je t'explique, Moustapha. Tu veux que je prenne la caméra, je tourne un peu chez moi, je te montre où je dépose sur ma paire de couilles quand je rentre? Tu vas voir très vite. Hein. Ah non, 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 moi je suis pas fort devant ma femme, je te dis tout de suite. Hein. Ah ça, non, 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 ma femme, elle est plus forte que moi. Il y a plein de choses dans cette maison qu'elle maîtrise que je sais pas faire. Elle me demande pas d'aller mettre la machine à laver, je sais pas faire. Elle me demande pas de mettre la vaisselle, je sais pas faire, je sais pas faire. Même allumer le gaz, je ne sais pas faire. Donc là, je voulais allumer, faire son machin, là, son parasol, parce que très souvent quand je touche un truc, ça finit cassé. J'ai pas envie de me faire gronder parce que j'ai cassé, parce que même si c'est moi qui rapporte le plus de points, on va quand même m'insulter pour au lieu d'acheter un autre. Parce que moi ça se casse, j'ai pas de problème en acheter un autre. Mais c'est pas trop la philosophie de Magali. Elle va me fumer quand même. Donc comme je veux pas casser son parasol, elle aime bien. Je lui demande de mettre en marche. Et elle me gronde en disant que je ne sais pas faire. Voilà. Tu sais tout maintenant, Mustapha. Tu sais que je suis faible devant ma femme. Mais par contre, devant toi, je suis très fort, Mustapha. Et c'est la seule chose qui compte pour moi, parce qu'être plus fort que ma femme, je te garantis, ça ne m'intéresse pas. Je suis même plus faible que mes filles. Tu verrais parfois comment ma fille me gronde en live ici, tu serais le premier surpris. Hein. Je parle de celle qui a 14 ans. Hein. Quand je lui fais un commentaire qu'elle va pas apprécier, elle va me gronder. Donc je suis plus faible devant ma fille, je suis plus faible devant ma femme. Mais étrangement, je suis beaucoup plus fort que vous. Je suis très fort devant vous. Parce que les giclus, c'est... Voilà, c'est comme ça. Je veux dire, il y a le sommet de la chaîne alimentaire. Au sommet de la chaîne alimentaire, tu as Magali. Donc Magali, elle peut me dévorer. Mais moi, tout ce qui est en bas, je peux dévorer, les gars. Il y a quelqu'un qui dit, je ne sais pas pourquoi chaque fois j'essaie de me connecter, je suis bloqué. I don't really know why. Mais tu es dans mon live, tu dis que tu es bloqué. Comment faire, Goro? Je comprends pas ton truc. Hein. Donc je disais, monsieur Abarim, si tu te fais chier, tu peux te casser, je peux te bloquer en fait. Moi, je parle des problèmes d'Afrique. Parfois, je me mets en live pour parler d'un problème de violence. Je me retrouve en train de faire 3 heures de mathématiques avec 350 personnes sur TikTok. Ça ne les ennuie pas. Si tu es ennuyé, casse-toi, crétin. Je dis parfois, je me mets en live pour parler d'un problème général. Un mec vient me lance sur les mathématiques, je me retrouve en train de parler 3 heures de mesures et intégration. Je me retrouve en train de parler 3 heures de géométrie différentielle, de topologie des variétés différentielles. Je me retrouve 3 heures en train de parler de ça. C'est ma passion. Je suis en roue libre dès que je commence un de ces sujets-là, je ne m'arrête pas. C'est ma passion. C'est comme ça. Comme on disait quand on était petit, ça coule dans les veines. Faut pas me chercher de ce côté-là. Mais quand je parle d'un sujet, je peux partir en freestyle sur plein de problèmes. Le problème de l'Afrique n'est pas unique. Ça vient de plusieurs choses. Tout à l'heure, là, tu défends les putschistes. Ce que tu as vu là avec la vidéo du chinois, ça vient toujours de la mentalité de soutenir les putschistes, de soutenir l'arbitraire, de soutenir l'instantané. Ça ne vient pas de la mentalité de défendre les institutions. Le Camerounais ne sait pas ce qu'on appelle faire la justice. Vous croyez que le chinois, il a fait quoi? Les gens qui sont choqués par ça, mais les gars, je suis désolé, vous êtes des sombres hypocrites. On brûle des voleurs au Cameroun. Je répète, les gars, au Cameroun, vous volez, vous êtes arrêtés, on vous met le pneu autour du cou et on allume. Le chinois, il arrive au Cameroun, il voit quoi? Est-ce qu'il voit que quand une personne est volée, on le traduit en justice? Non. Il remarque que quand une personne est volée, parce que les Chinois se mélangent très souvent dans la foule, le français encore ne va pas à ce niveau-là. Vous n'avez pas de français qui fait fouetter gens d'abord, parce que, un, il y a le poids de l'histoire, ça ne sera pas interprété de la même manière, et de deux, le français, il se mélange pas trop dans la foule. Le français, quand il arrive en Afrique, il arrive avec sa mentalité européenne. Il réfléchit institution. Tu m'as volé, une plainte sera déposée, tu es mis à pied pendant 3 jours, blablabla, voilà la procédure du français. C'est ce qu'il va faire. Le Chinois, il se mélange un peu toi et vous. Il est très souvent, vous, il vient manger au bénitara. Il y a les Chinois qui font le bénitara. Vous avez vu une Française quand fait le BH au Cameroun? Vous avez vu une Française faire le BH quand au Cameroun? Moi, j'ai vu les Chinois qui faisaient le tarot bami. J'ai les Chinois qui font le tarot en noiri, les gars. Le Chinois, il est mélangé avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il voit quand vous attrapez un voleur? Il voit quand vous attrapez un voleur, vous le tabassez. Vous voulez que le Chinois, il arrive au Cameroun, il se mélange à vous. Il voit quand tu arrêtes un voleur, on dit au voleur, tout le monde le tabasse. Et il dit non, 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 c'est pas bien. Il faut aller au tribunal. Non, non. Le Chinois, il est très, très adapté. Quand le Chinois arrive en France, il respecte la loi. Un Chinois ne ferait jamais ça en France. Parce qu'en France, il y a la règle, il y a la loi. Le Chinois va dire je porte plainte. Il va dire je vais porter plainte. Il va pas la ramener. D'ailleurs, en France, on considère qu'ils ont des petits bites. Vous dites que je suis kikinette, n'est-ce pas? Non, eux, en fait, c'est des kikinettes réputés. Donc, c'est pour ça que vous les entendez pas en France. Ils la ramènent moins en France. Mais quand ils arrivent en noir, ils sont à l'aise. Parce qu'eux, ils arrivent avec des capitaux, ce qui n'est pas le cas. Les Chinois qui viennent en France, ils viennent souvent se chercher. Donc, ils la ramènent moins. Ils ne viennent pas en position de celui qui vient avec quelque chose. Mais quand il vient en noir, il vient avec quelque chose. Il a quelque chose à te vendre. Il a quelque chose dont tu as besoin. En réalité, il n'y a pas beaucoup de choses que toi, tu as dont il a besoin. Donc, il arrive avec sa mentalité et il s'adapte. Il voit que tu fouettes ton frère quand tu l'attrapes. Tu appelles un gars mon frère. Il te voit 10 minutes en train d'être parmi les gens qui le tabassent. Soit disant, il a volé. Il a vu, tu l'appelais mon frère le matin, vous étiez au bénétariat ensemble, tu mangeais, tu l'appelais. Hé mon frère, tu as regardé le match du PSG, le Bayern? Non, c'était la magie. Oh, mon frère, non. J'attends le retour mardi là. Non, ça va chauffer mardi soir, ça va être une sacrée soirée. En tout cas, mon frère, à plus tard, hein, il va travailler.
Le même gars, il apprend quand il sort là, il voit au volant, au volant. Le même gars qui l'a appelé mon frère au intérieur le matin, hop, il est en train de le tabasser. Ça, le chinois, il voit, mon gars. Le chinois, il voit. Je vous ai dit, vos PB de la noirie, je ne les analyse jamais comme vous. Parce que vous faites des analyses séparées. Vous pensez que les problèmes ne sont pas liés. Vous prenez les problèmes indépendamment, vous croyez qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Moi, je suis là pour faire le lien. C'est pour ça que oui, monsieur Abarim, tu m'entends parler depuis 40 minutes de toute autre chose sur ce problème parce que j'ai introduit qu'est-ce qui arrive à ce problème. Mais comme vous êtes des écervelés, vous avez l'habitude d'écouter Nathalie Yamb, vous racontez des histoires, l'abstraction, le raisonnement, la capacité à faire les liens, vous n'avez pas. C'est pour ça que je vais dire. Je vous dis, c'est pour ça que les noirs, malgré même un noir qui a un très bon niveau scolaire, échoue au test du QI. Parce que le test du QI, c'est faire les liens, c'est faire les enchaînements, les connexions, c'est faire les connexions. C'est voir deux événements qui sont là, essayer de faire la connexion entre les deux. Chose que vous n'arrivez pas à faire. Moi, j'ai des gens qui vous disent Sarkozy a tué Kadhafi. Tu dis ok, très bien. Tu connais Fethi Arbel? Il connaît pas Fethi Arbel. Il connaît pas le gars. Tu connais comment il s'appelle le gars là qui s'est cramé à Sidi Bouzid. À Sidi Bouzid. Le gars, le monsieur qui s'était miaulé là, si quelqu'un se rappelle de son nom, mettez-le en commentaire. D'où est parti le printemps arabe? Il ne sait pas. Il ne comprend pas que la chute de Kadhafi, ça part de la Tunisie. Parce qu'il ne peut pas faire les liens. Tout ce qu'il retient, c'est qu'on a bombardé la Syrie, la Libye, Kadhafi est mort à la tabassé, mais tout ce qui a commencé avant, il n'en a rien à foutre. La seule partie qui l'intéresse, c'est quand la France rentre dans l'équation. Je vous ai dit, France, c'est facteur intégrant. Les matheux de cela, ils vont comprendre. Je rappelle, hein, notez bien facteur intégrant. Vous pouvez essayer d'aller regarder ce que c'est niveau 2 en mathématiques. C'est pas très simple, donc il faut avoir un certain niveau en mathématiques. Mais c'est un truc que moi, je retrouve beaucoup dans la vie. Parce que facteur intégrant, c'est une fonction qui vient te faciliter la vie. C'est une fonction qui te permet de régler un problème, qui te permet de te rappeler d'une chose, qui te permet. C'est vraiment une fonction facilitatrice. Voilà. Tu le multiplies par une forme différentielle, elle devient exacte. Et là, du coup, tu peux intégrer facilement. Très simple. Eh bien, le noir, pour qu'il devienne humain, pour qu'il retrouve l'amour fraternel, il faut qu'il y ait le blanc dans l'équation. Sinon, il s'en bat les couilles. Ce qui se passe en Afrique du Sud. Avez-vous vu Nathalie en parler à Barim? Tu as vu Nathalie s'exprimer là-dessus? Non. Parce qu'elle n'en a rien à foutre. Il n'y a pas matière à pleurer, il n'y a pas matière à réunir les foules. Réunir les foules sur le fait que des noirs se tabassent entre eux, non, on s'en fout. Ils sont habitués à ça même au Cameroun, tu parles de quoi là? Même au Cameroun, ils se fracassent entre eux. Donc tu vas faire quoi? Tu vas faire pleurer un noir parce que des noirs sont tabassés en Afrique du Sud par d'autres noirs. Come on, guys, come on. Non, tu vas pas. Et Nathalie elle le sait. Et ça ne va attirer personne. Ce qui se passe en Afrique du Sud, il y aurait juste un blanc dans l'équation, le problème était réglé. Et si par malheur, ce blanc était lié à la France de très loin, c'est-à-dire qu'il descend d'une famille française qui est arrivée là-bas au XVIIe siècle, on allait les déterrer ça, vous direz. Il s'appelait avant Monsieur Martin. Quand on va à son ancêtre, en 1730, son ancêtre c'est Monsieur Martin, vous voyez ça, c'est encore la France. Et là, Nathalie, on pouvait maintenant dérouler son plan. C'est ce que vous faites tout le temps. Hors sujet, hors sujet. Ce qui s'est passé au Mali, vous avez parlé de France. Moi, on a eu des gens de la Savoie dans nos lives. On leur dit, vous avez la France, et bien, vous avez vu quelle arme française, les armes qu'on a, c'est les armes russes qu'on a saisies, c'est les armes des FAMAS. Alors que tu vas voir des giclus comme Abarim Abarel aller écouter Nathalie Yamb. Et qui arme les terroristes là? Vraiment, la femme s'y parlait. Les gars, quand tu y as un mot une gars, je vais vous dire une chose. Hein. Quand tu y as un mot une gars, au lieu, arrête d'aller jouer les rats sur Internet. Écris la meuf inbox, tu dis ton poitou m'intéresse. C'est simple. Tu lui dis, mec, j'en ai rien à foutre de ce qu'il y a dans ton cerveau. Vous n'allez jamais vous faire remarquer comme ça, les gars. Moi, je vous dis, vous ne pouvez jamais vous faire remarquer. J'ai souvent l'impression que c'est plus de l'idolâtrie ou bien du fantasme. Moi, j'ai vu des gens pareils, c'était les gens qui venaient m'attaquer au nom d'Envutu. Quand tu allais regarder les commentaires d'Envutu, tu sentais qu'ils étaient plus intéressés par la personne d'Envutu. Ils voulaient ça. Mais si tu veux le Jésus d'Envutu, elle s'ennuie dans son couple. Écris-lui. Tu dis, je peux t'inviter dans un restaurant, je vais payer, t'inquiète. Je vais mettre le carburant, j'envoie Uber, il vient te chercher chez toi. Tu peux pas mettre l'essence, tu n'as pas de carte bancaire. J'envoie Uber, il vient te chercher. On va quelque part, je te pine. Tu as plus de chances comme ça que d'être le idiot qui va dans les lives et écrit vraiment, tu parles très bien quand elle dit des grosses conneries. Elle-même, elle sait que c'est des conneries. Elle le sait. Donc quand elle voit un Nina comme tu as venu gober ça, elle te plaint. Ne crois pas qu'elle en a quelque chose à foutre de toi. Elle sait que c'est des conneries. Ces gens savent que c'est la débilité. Mais vous êtes là tout le temps, c'est l'autre. Non, quand une meuf t'intéresse, écris-lui, tu dis, mon gars, ton couetou m'intéresse. Il faut être cash, mon gars. T'as plus de chance, mon ami. T'as plus de chance. Ne croyez pas que pour verber une nana, il faut prendre des formalités. Moi-même, quand j'étais au lycée, j'étais hyper direct. Hein. J'étais celui qui me prenait le moins de râteau. J'étais direct. Jamais dragué le Jésus avec l'argent, parce que j'en avais pas déjà pour commencer. J'étais direct. Jamais été celui qui va impressionner, il avait l'argent. Quand c'était l'anniversaire d'une gars, je l'amène chez le boutiquier qui vend les biscuits. J'ai dit, serre-toi dans la limite de 200. Alors que tu avais des gars qui disaient à l'anga, serre-toi. Ils serraient les fesses pour dire, pourvu que l'anga soit raisonnable. Et moi, j'ai combien dans mon père fait la 2000. Il me reste encore toute la semaine. Pourvu que l'anga ne prenne pas les trucs de 2000. Il serre, il a pas peur. Mon gars, j'avais rien à foutre de ça. Madame, c'est votre anniversaire. Servez-vous là dans la limite de 200 francs, s'il vous plaît. Terminé. Si tu me barres à cause de ça, c'est que tu n'es pas fait pour moi, mon gars. Si tu veux que je foute quoi avec toi? C'est ça que les gens n'ont pas compris. Si tu me barres pour ça, qu'est-ce que tu veux que je foute avec toi? J'ai pas besoin de ça. Donc vous êtes des personnes. Moi j'étais très direct. Moi j'ai connu l'époque où les gars récitaient les poèmes. J'ai essayé de faire ça une fois, c'est-à-dire réciter ce que je vais aller dire une gars. Je me suis tellement senti ridicule que moi quand j'arrivais, je me souviens même ma drague la plus rapide. Je viens, je vois une meuf. Je viens, je vois une meuf. La meuf c'était une nana qui avait l'habitude d'être prise au lycée. C'était une nana qui avait un peu une sorte de, on va dire, elle avait une aura. Donc les hommes pour la parler faisaient trop gaffe pour aller la voir machin bidule. Et donc je me suis dit que si tu es trop formel et tu te prends un râteau, le râteau n'est que trop beau. Ça a tenu. Imaginez. Vous faites une frappe enroulée, le gardien ne plonge pas. On dit, allez, beau but. Vous faites une frappe enroulée, le gardien plonge, le but rentre quand même. On dit, somptueux but. Le gardien participe à la beauté du but. Donc, quand tu fais le bon poème et tout ça, tu te prends un râteau. En fait, tu participes à l'intensification du râteau que tu vas prendre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Le râteau, il est plus intense parce que tu as mis trop d'efforts là-dedans.
Et donc moi, je ne voulais pas faire ça. Donc je me souviens, le Gésier, là, le jour où je suis Goudistique, je lui dis, écoute, je t'aime, positif ou négatif. Je commençais à faire les 100 pas, la meuf était interloquée, elle ne comprenait pas ce qui vient de lui arriver. Je reviens, donc je fais les 100 pas sur la véranda de la classe, de la salle de classe comme ça. J'ai dit, positif ou négatif. Elle ne savait pas quoi répondre, elle m'a dit, il faut que je réfléchisse. J'ai dit, bah non, tu réfléchis quoi? Elle m'a dit, non, non, il faut que je réfléchisse. Et là, donc, j'ai dit, ok, pas de problème. Le lendemain, quand je suis allé la voir, elle m'a dit, on m'a jamais parlé comme ça. Je dis, pourquoi? Je dis, écoute, est-ce que ce que je t'ai dit était clair ou pas? Elle m'a dit, oui. Est-ce que c'était entendable? Oui. Est-ce qu'il y avait tout? Est-ce qu'il y avait tous les éléments d'appréciation à l'intérieur? Elle m'a dit, oui. J'ai dit, voilà. Pourquoi il aurait fallu que j'en dise plus? Elle avait fait le faire et tomber direct, voilà. Donc c'est pour vous dire que ne croyez pas qu'il faut trop faire pour avoir le Jésus. Moi, je ne faisais pas ce genre d'effort. J'ai jamais envoyé de poème à un Jésus. J'ai jamais dragué une gars avec les poèmes. J'ai connu les gars qui récitaient, mon gars. Ils récitaient, tu dis non, je vais aller, tes lèvres sulfureuses sur la tangente de mon sinus, ce genre de débilité à deux balles, quoi. Et pour se prendre des râteaux parce que c'est nul, c'est pas naturel. Les filles ne sont pas débiles. Celui qui fait ça, c'est celui qui croit que l'engrais est bête. Je vous dis sincèrement, je ne connais pas un ami qui a appâté une nana avec cette technique. Mais je ne sais pas, comme chez vous, c'est comme la sorcellerie, c'est comme le panafricanisme, ces croyances, c'est suranné, c'est-à-dire que plus c'est faux, plus ça dure. Plus le débat débile sur le franc CFA est faux, plus il dure. Plus une méthode est foireuse en noir, plus c'est dur. Je ne comprends pas. J'espère que les jeunes d'aujourd'hui ne font pas ça, parce que bon, moi j'ai 44 balais, moi je vous parle de ma jeunesse dans les années 90. Voilà. J'espère que les jeunes, ils ont compris. Je vous dis, les meufs ne sont pas débiles. En plus, les meufs de l'époque lisaient pas mal des livres. Hein. C'était les meufs qui lisaient les Harlequins, qui lisaient les Sas, et ce genre de choses. Tu avais lu sortir ce genre de bêtises. Mec, c'est ridicule. Je ne connais pas un seul gars qui a chopé le Jésus avec ça, dans mon entourage. Mais pourtant, ils faisaient tous. Ils envoyaient des lettres. J'ai jamais signé une lettre à un gars. Je connais même un qui avait envoyé la lettre, la meuf a corrigé. J'ai dit, oh putain. Voilà. Moi, la seule fois que j'ai envoyé une lettre à une meuf, c'était pour la fumer. On n'avait pas encore les emails. Je venais d'avoir le bac. Il y a une meuf avec qui je flirtais quand elle faisait terminale. Elle est partie à l'université de Chang. Quand elle est partie à l'université, elle a commencé à me prendre de haut. Donc quand je suis arrivé à l'université Yaoundé, elle allait en deuxième année. Donc un jour, je croise mon ami Elvis, qui est à Yaoundé, il entre dans la chambre. Il dit, tiens, je vais faire une lettre. La meuf s'appelait Éponine. Donc ça s'appelait Éponine. Son papa était prof de lettres ou prof de théâtre, un truc comme ça. Donc Éponine, ça doit être des noms qu'il y a dans les trucs théâtrales là. J'ai pris un journal, papier. Vous savez, quand vous allez au bénétariat, on vous emballe le beignet avec un papier. Voilà, j'ai pris un papier que j'avais enlevé les beignets dessus. Je lui ai écrit la lettre dessus. J'ai plié, j'ai mis dans l'enveloppe. J'ai donné à la ça l'a traumatisé la meuf. Ils en ont parlé de ça. C'est la seule fois où j'ai écrit une lettre en papier à une voilà. Donc c'était ça en fait. C'est le papier avec l'huile du beignet dedans. Donc elle voyait très bien que c'est le papier d'emballage sur lequel j'avais écrit le mot que j'avais. Je me garantis que la meuf, elle te regarde plus les portes comment. Donc quand tu lui parles, tu dis fais ça, elle fait, ne discute pas. Voilà. Donc j'étais très hautain. Et en fait, finalement, j'avais beaucoup plus de résultats parce que ça intriguait. Le culot que j'avais intriguait les gens. Parfois, moi j'aimais, même dans ma pauvreté, avoir la frime. J'habitais à la cité étudiante qu'on appelle cité Mandela. Donc ceux qui ont fait Bonas et qui sont dans les commentaires, reconnaissez-vous, écrivez-le en commentaire. J'habitais à la cité Mandela. Et juste en face de la cité Mandela, je crois qu'il y avait une cité qui s'appelait SAS City. J'aimais souvent prendre mon siège blanc. Vous savez, les fauteuils en plastique blanc là. Je m'assois là-bas. Je prends un tabouret, je pose mon pied dessus. Je prends un autre tabouret, je mets de côté, je prends un Coca-Cola, je mets là mes pieds. Comme je suis près de la plage. La plage, je l'avais dans ma tête. Tu vois, vous voyez un peu mon jardin, un peu comme ma terrasse là derrière. Bon, c'est pas fini, vous voyez qu'il y a encore des travaux. La terrasse là, elle sera mise en fin de semaine. Et puis, bah, j'attends juste que le pisciniste vienne finir. Donc, j'étais un peu presque comme si je suis allongé là le long de ma piscine. Tu vois, j'étais un peu comme si j'étais allongé là. Mais c'était dans ma tête la piscine, gars. Quand un gésier passait, je dis, elles venaient toutes. Alors, elles ne venaient pas parce qu'elles étaient tombées. Non, elles venaient parce que ça les intriguait le culot du gars, quoi. Ça les intriguait. Je dis, mais c'est qui ce mec? C'est qui ce mec qui s'assoit devant celui qui me dit viens? Donc, elles viennent tout énervées là, genre, elles veulent te parler mal. Tu la prends calmement. Et puis, tu demandes de s'asseoir. Voilà. On peut avoir une discussion. Alors, il faut se calmer. Hein. La vie est belle, le temps est beau, regardez, c'est magnifique. Est-ce que ce magnifique n'est pas bien? Est-ce que ce temps n'est pas magnifique pour vous? Je vois bien, vous êtes un petit peu fatigué. Et du coup, tu avais toujours un pote qui jouait bien le jeu. Anatole, tu as un Coca-Cola pour l'Angassi. Bon, évidemment, la boisson était imposée parce que je ne sais pas moi une gars qui a bu la bière déjà. Donc, si je je ne peux jamais te guider la bière, jamais. Je ne peux pas moi une gars qui a bu la bière, c'est impossible, c'est impossible. Donc, c'était directement imposé ta boisson. Hein. Bring-lui un jus là-bas, Coca-Cola. Si elle dit non, je veux pas Coca-Cola, tu prends quel jus? C'était clair et net. Si tu dis alcool, c'est niet. Non, 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 je ne te donne pas la bière, mon gars. J'ai les intentions. Comment je veux que je te donne la bière? Ça va me casser mon truc. Si tu bois la bière, c'est fini. Tu m'intéresses plus. Gauthier une bière là-bas, tu donnes à Langassi. Et voilà comment après la discussion peut avoir lieu et peut très bien se passer. Alors que l'approche était maladroite. Parfois, la maladresse, rattraper une maladresse que tu as fait au départ, ça te permet d'être plus humain que s'il n'y avait pas eu cette maladresse. Ça montre qu'il n'y a pas d'automatisme derrière. Donc voilà, c'est des petites stratégies pour vous les jeunes qui sont là. Parfois, le culot, c'est important. Et moi, j'ai toujours fonctionné au culot. Et ça m'a toujours bien payé parce que c'est calculé. Hein. C'est pas le culot débile. C'est pas un culot décervelé à la barille ma barrelle. Non, non, c'est un culot calculé. Désolé de m'écarter un petit peu comme ça pour revenir aux Chinois, dont je disais que il y a un commentaire là qui m'intéresse peut-être, qui dit si les Chinois s'inspirent de la violence qu'inflige Kamenov, voilà, cela signifie qu'il est inhumain et violent par essence. Pas du tout. En fait, les êtres humains ont parfois une capacité à s'adapter. C'est-à-dire, tu serais surpris de voir ce que les gens humains sont capables de faire. En fait, il n'y a pas quelqu'un humain par essence. Moi, je suis humain, je pense. Est-ce que je me suis mis dans des situations où j'ai besoin de tuer l'autre pour exister? Heureusement, quand Dieu m'en préserve, j'ai jamais eu besoin de ce genre de situation. Et quand vous êtes un homme d'affaires, vous devez pas être sentimental. Vous vous dites, si je commence à être très humain avec ce genre d'animal, toutes les semaines, il y aura des vols.
Étant donné que les plaintes ne peuvent pas tout aboutir, toutes les semaines, il y aura des vols. Est-ce qu'il y a des méthodes plus dissuasives que ça? Tu regardes dans l'arsenal local, tu vois qu'il y a une disposition qui te permet de le faire, tu l'appliques, c'est tout. Ça s'appelle du business, du pragmatisme. Ce signal n'est pas forcément inhumain. Il s'adapte. En fait, vous n'imaginez pas. Vous avez beaucoup de gens qui étaient des gens humanistes. Vous regardez leurs textes avant qu'ils ne prennent le pouvoir. Et vous regardez les horreurs qu'ils ont fait quand ils étaient au pouvoir. C'est pas la même personne. Vous vous souvenez d'un gars qu'on appelle Mobutu Sese Seko Nkunkumbendu Wazambanga. Allez lire ce qu'il écrivait quand il était journaliste. Il était très humain. Moins de 6 ans après, quand il est devenu patron du Congo, il suspendait 3 mecs dans un stade. Il y a bien moins de 6 ans. Il était journaliste. Hein. La formation de base de Mobutu Sese Seko, c'est pas militaire. Hein. On l'appelait maréchal Mobutu. Il n'a jamais fait de service militaire walou que chi. Il n'a jamais rien fait de ça. Il a juste été à un moment donné au bon endroit, au bon moment. Il a fini maréchal. Alors qu'il ne sait même pas manier une arme. Je ne crois pas qu'il sache manier une arme. Mais vous avez vu les horreurs qu'il a fait? Il était journaliste, il parlait du roi sous la colonisation. Quand il est devenu président, il suspendait des gens avec qui il n'était pas d'accord. Quand je dis suspendre, ça veut dire on te prend la corde, on te met au cou et tes pieds balancent. Je ne veux pas dire le terme parce que c'est souvent censuré. J'ai tellement l'habitude de TikTok où les termes sont censurés que j'ai commencé moi-même à modérer mon langage. Donc on suspendait les mecs par le cou avec des pieds en l'air. Il a fait ça moins de 6 ans. J'ai dit bien moins de 6 ans. C'est pour ça que quand je vois souvent les gens dire Cabral, il dit mou. Mais les gars, c'est souvent ce genre de gars qui deviennent violents au pouvoir. Hein. Vous avez Kim Jong-un. Quand Kim Jong-un a pris le pouvoir en Corée du Nord, on a dit qu'il était plus modéré que son père. Mon pote, tous les gars, prenez le cortège funéraire là, avec tous les gens qui sont autour de la voiture de Kim Jong-il. La voiture qui porte le cercueil de Kim Jong-il. Ils ont tous été liquéfiés par Kim Jong-un. Le seul survivant sur cette photo là, c'est Kim Jong-un. Il a liquéfié même son oncle. Il est allé liquéfier même son frère en Thaïlande. À Taïwan, je crois, je ne sais plus, c'est dans quel pays? Ou en Malaisie. C'est en Malaisie, je crois qu'il a dit. Il a liquéfié son frère même en Malaisie, mon gars. Son propre frère. Celui qui était promis, celui qu'à la base Kim Jong-il prévoyait de mettre successeur. Et comme il a commencé à déconner, Kim Jong-il a déshérité, il a mis Kim Jong-un. Kim Jong-un est parti le liquéfier. Il a envoyé 2 filles aller le liquéfier. Donc faites gaffe aux moumous, les gars. Le pouvoir te transforme les gens, tu n'as pas idée à quel point. Faites gaffe aux gens moumous. Vous dites, je vais mettre le moumou là, je vais le contrôler. Aïdjo avait le choix entre les Gilbert André Tchungi. Il avait le choix entre les Bello Bouba Magari. Il avait le choix. Hein. Il a choisi Paul Biya parce qu'il a cru que c'était un moumou. Finalement, c'est celui qui a eu le plus, c'est celui qui a le plus conservé le pouvoir. Je ne crois pas que n'importe lequel des autres aurait réussi. Je ne crois pas. Donc faites attention, le pouvoir peut transformer les gens. Et de même que quand vous êtes homme d'affaires, moi je dis Dieu m'en préserve. Je suis très heureux de n'avoir jamais été dans une situation où, pour défendre mes intérêts, je me sens obligé de torturer une personne. Je n'ai jamais été, je ne suis pas commerçant, je ne suis pas politicien, je n'ai pas peur d'un opposant, je n'ai pas des choses à vendre, voilà, je n'ai pas besoin d'être sanguinaire. Je sais déjà de base que je suis un bon pigeon, je suis nul en affaires. Je suis nul en affaires. Et, et puis voilà quoi. Mais encore une fois, ne dites pas que le mec est inhumain par essence. Le mec, il s'adapte, point. Il s'adapte. Il est là pour protéger ses intérêts. Il faut qu'il soit amoral. C'est Machiavel. Hein. Parce que quand quelqu'un dit ça, c'est parce qu'il n'a pas lu Machiavel. Machiavel explique très bien que le bon dirigeant doit décorréler la morale de la gestion du pouvoir. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il doit être immoral. Il faut faire la différence entre amoral et immoral. Immoral, ça veut dire que tu n'as aucune morale. Tu es un piètre personnage, tu es un danger public. C'est ça, immoral. Amoral, ça veut dire que ton action se moque de savoir si c'est moral ou pas moral. Si c'est moral, s'il est moral, comment dire, si dans ton intérêt, il faut agir moralement, ben, tu agis moralement. Et si dans ton intérêt, il faut agir immoralement, tu agis immoralement. C'est ça la différence. Immoral, c'est que par défaut, il est immoral. C'est-à-dire la morale, il n'en a pas du tout. Mais celui qui est amoral, il a une morale personnelle, mais dans le cadre de son action, il met cette morale-là de côté quand il constate que ce n'est pas intéressant, quand il constate que ce n'est pas pertinent. Par exemple, Machiavel dit que si vous êtes dans un pays où l'élite ou la majeure partie des gens sont des intellectuels, il faut leur donner des conditions de travail, de s'épanouir, parce qu'un intellectuel qui a la liberté de s'épanouir intellectuellement, il ne va pas emmerder le pouvoir. Un scientifique qui a son laboratoire, qui a accès à ses expériences, où il peut faire ses trucs, machin, but, ça, mais il n'a pas besoin d'aller emmerder Macron. Tu ne le verras pas aller manifester. Macron, dégage, Macron, il n'a pas que ça à foutre. Ces expériences, je veux dire, un scientifique, vous imaginez pas l'exaltation que les scientifiques, les chercheurs peuvent avoir quand ils découvrent des choses. C'est au-dessus de l'argent. Quand vous entendez que celui qui gagne la médaille Fields à 1 million d'euros, ils ne font pas ça pour le million d'euros. Je vous dis sincèrement, bien sûr que les mathématiciens, ce n'est pas des milliardaires, donc 1 million d'euros, c'est toujours bien dans son compte que pas du tout. Mais je vous garantis que c'est la dernière des motivations des matheux. Quand vous entendez les gars qui travaillent pour résoudre les problèmes du millénaire là, en mathématiques, certes, tu résous le problème ou tu invalides une hypothèse, tu as 1 million. Ce n'est pas le million qui les motive, les gars. C'est l'écriture dans l'histoire. D'ailleurs, il y en a un qu'on appelle Grigory Perelman. Il a démontré la conjecture de Poincaré. Il a refusé l'argent. Donc, vous voyez que ce n'est pas ça du tout. Non, c'est pas il a refusé l'argent, mais quand il a fait sa démonstration, il a fait ça sur un brevet, il a balancé dans un blog. Il n'a même pas utilisé les procédures conventionnelles. Mais malgré ce mépris qu'il a eu pour la communauté scientifique, les mecs ont pris 3 ans à travailler sa démonstration pour dire ouais, elle est valide. C'est pas genre, il a insulté les gens, dit ah, tu nous insultes, hein. Moi, on ne regarde pas ta démonstration, un peu comme les idiots font ici en Ango. Tu nous insultes, moi, on n'écoute pas ton live. Tu nous apprends quoi? Tu nous apprends rien. Ah, pas là-bas avec ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai dit Perelman leur ont dit vos mamans. Il est parti publier ça dans un blog. Les matheux sont partis télécharger. Ils ont formé un groupe aux États-Unis, en Europe, en Roumanie, en Asie. Tu as eu à peu près 12 mathématiciens à travers la planète qui ont travaillé pour vérifier les travaux de Grigory Perelman. Ils ont mis 3 ans. Il a publié ça sur un blog en 2003. Ils ont mis 3 ans. En 2006, ils ont dit ouais, sa démonstration est valide. On l'a appelé pour dire viens chercher le prix Nobel. Il a viens chercher le pognon. Il a dit allez vous faire foutre. Votre truc là que vous donnez à une seule personne, comme si une seule personne travaille. Les êtres humains, c'est des géants sur les épaules, c'est des nains sur les épaules des géants. Moi, ma contribution pour résoudre l'hypothèse
L'hypothèse, la conjecture de Poincaré, elle n'est pas plus insignifiante que celle d'Anthony Hamilton, de Richard Hamilton, pardon, un physicien californien qui a travaillé dessus. Ce physicien avait travaillé dessus, mais il avait foiré à un détail près. Grégory Perelman a juste corrigé ce détail et il estimait que ce n'était pas à lui d'avoir le prix seul. Il estimait que ce prix, on doit pouvoir le partager avec tous ceux qui ont contribué significativement. Ce n'était pas qu'un caprice qu'il a eu, Grégory Perelman. Hein. Il a refusé ça pour aller vivre chez sa mère à Saint-Pétersbourg. Quand vous regardez Grégory Perelman dans un métro de Saint-Pétersbourg, il est comme un SDF. Il y a des photos de lui qui circulent. Si vous tapez Grégory Perelman, vous allez voir, on dirait un SDF. C'est le dernier matheux à avoir résolu un problème du siècle. Donc, pour vous dire que les intellectuels ne sont pas motivés par les mêmes, ils n'ont pas les mêmes motivations que le bas peuple. Le bas peuple, tu donnes à manger, il est content, donne-lui une sardine et un pain, c'est bon, il te dit Paul Biya, il vote pour toi. Mais un intellectuel, non, ça ne suffit pas. S'il est libre de te dire, s'il est libre de prendre la sardine et de jeter ça sur ta figure, il va le faire. Au Cameroun, ils ne sont pas libres. Tu donnes la sardine même à Messanga, il va prendre. Tu donnes la sardine même à Onan Guinée, il va prendre. Parce qu'il n'est pas libre de prendre ça et de jeter sur la face du gars qui lui donne. C'est tout. Il est obligé. Il est obligé de dire merci beaucoup, grand. Merci. Voilà. Mais dans un pays libre, le mec qui va prendre ça, il va jeter sa figure. Et donc, quand tu es dirigeant, tu sais que c'est d'un peuple de gens libres. Tu ne peux pas les martyriser parce que ça va se retourner contre toi, tu vas finir ta tête sur un piquet. Qu'est-ce que tu fais? Tu leur donnes des conditions de s'épanouir. Tu leur mets des écoles, tu leur mets des universités, tu leur mets des labos. Tu leur dis, allez, les gars, allez travailler. Pendant qu'ils sont en train de travailler, ils ne t'emmerdent pas, quoi. L'éducation avance, blablabla. Tu renforces les institutions. Renforcer les institutions dans ce genre de pays te protège, toi, le dirigeant. Personne ne va essayer de te faire un coup d'État en France et qui rêve de faire un coup d'État à chasser Macron. Ça n'existe même pas, Macron. Macron n'a pas dormi et avoir peur qu'il y ait un militaire qui prenne le pouvoir. Il sait que c'est impossible, ce problème est réglé pour lui. La contrepartie derrière, c'est qu'il a un mandat où il est tranquille pendant 5 ans et à la fin, il doit se représenter pour essayer de conquérir. En Noirie, ce n'est pas le cas. Un dirigeant de la Noirie, il ne dort pas sur ses deux oreilles. Il n'est pas à l'abri, il se lève le matin comme au Bénin, il écoute la radio, il y a un groupe de gorilles qui ont pris la chaîne en otage en expliquant que c'est désormais eux les présidents et que lui, il est en état d'arrestation. Vous imaginez? Il n'y a pas un dirigeant en Noirie qui dort les yeux ouverts, les oreilles avec les deux oreilles. Paul Biya, depuis 1984. Paul Biya, depuis 1984, ne dort qu'avec une seule oreille. Et depuis qu'il a commencé à être un peu sénile, c'est Chantal Biya qui ne dort qu'avec une seule oreille. Parce que les institutions sont faibles. On a privilégié un homme fort. Donc si demain il y a un mec qui arrive qui est plus fort que Paul Biya, il dégage Paul Biya. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais si quelqu'un arrive là à s'imposer comme l'homme fort de la situation, Paul Biya va finir en culotte. Ou même sans son slip. C'est comme ça. Il n'y a pas de sécurité dans ces endroits-là. Et donc dans ces endroits, pour durer le plus longtemps, il faut faire peur. Quand tu as une population faible, de trouillards, un adulte qui est capable d'aller montrer ses fesses, pour qu'on le fouette. Après, il vient dire que le panafricanisme est machin bidule. Oh, je suis désolé, les gars. Comment tu peux être adulte? On te dit tourne tes fesses ici, tu tournes aussi, tu montres. Parce que tu as trop peur de perdre le boulot. Vous venez souvent sur la terre, vous dites vous êtes un peuple digne, vous êtes un peuple fier. Je préfère crever debout que de vivre à genoux. C'est des phrases débiles, vous n'y pensez même pas un seul instant. Vous n'êtes pas un peuple. Les Européens n'ont pas eu besoin de clamer ça. Ils ont conquis la liberté. Dans tous les pays d'Europe, un simple individu peut faire tomber un premier ministre. Et venir à la télé dire je l'ai fait tomber. Je regardais encore récemment, complément d'enquête. Je regardais M. Bourgi expliquer comment il a fait tomber Fillon et comment il essaie de faire tomber Villepin. Si Villepin devient président, Villepin ne va rien lui faire. Villepin ne va rien lui faire. C'est ça le problème en fait. Parce que quand vous êtes dans l'arbitraire, ça donne une situation où vous n'êtes pas en sécurité. La loi du plus fort, c'est la merde. Même le plus fort n'est pas en sécurité, les gars. La loi du plus fort, c'est pas sécurisant pour tout le monde. Il n'y a pas de sécurité dans la loi du plus fort. Quand vous entendez souvent les crétins répéter la phrase débile du type la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Il n'y a pas plus débile comme phrase parce qu'elle est contre-productive pour toi. Si ta liberté s'arrête là où la mienne commence, ça veut dire que si je suis plus fort que toi, je t'écrase. Et si quelqu'un est plus fort que moi, il m'écrase. Et la force n'est pas que dans l'ongoum. À l'évidence, je peux être plus fort qu'un Game Carol qui est là. Mais jusqu'à ce que je croise Nganou. Lui, il va me faire leader. Mais Nganou n'est pas à l'abri que la tonsinade Marcel qui est là, sorte un col 45 et lui fasse leader son tour. Donc tu vois que malgré la montagne de muscles qu'il a, qu'est-ce qu'il est devant une balle? Une balle va le faire s'effondrer direct. KO. KO immédiat. La balle, c'est KO. Bien visé, c'est KO. Donc même la tonsinade avec un col 45 fait leader en Nganou. Dans ce système, personne n'est en sécurité. Dans la fameuse phrase, quand vous entendez à chaque fois quelqu'un vous dit la liberté des insiders, c'est quelqu'un qui est pour la jungle. Cette phrase, c'est la jungle. La loi du tous contre tous en fait. Vous n'aimerez pas vivre là-dedans. On est libre en respectant un cadre, en respectant les règles, à condition que tout le monde joue le jeu. Tout le monde respecte la règle. Quand on dit que c'est la loi pour punir une personne, tout le monde doit jouer le jeu. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays, vous dites le Cameroun doit être un état de droit, et tu es le premier quand tu attrapes un voleur, tu le fouettes. Tu considères qu'il faut le mettre le pneu au cou. Ce que ce Chinois fait, il fait ce que les Camerounais font. Il sera arrivé dans un pays humaniste, où les gens sont humains les uns envers les autres. Il n'aurait jamais l'idée de faire ça. Un Chinois ne peut pas faire ça en France. Non, mais montrez-moi un Chinois, qu'est-ce qui peut prendre la tête à un Chinois et il fait ça en France? Dites-moi dans quelles conditions. Même à un Noir en France, il ne peut pas faire ça. Le même Chinois, il arrive en France, il embauche les Noirs, le Noir vole ses pattes, il ne va pas le faire. Il ne le fera pas. Mais il le fait en Noirie. Au lieu d'aller vous agresser le Chinois et de dire ah, c'est le retour de l'esclavage, non. C'est exactement prendre ce que vous êtes. Je veux dire, j'ai souvent l'impression que le Noir, quand on lui prend sa réalité, on le jette en pleine figure, il n'accepte pas. Le Noir n'aime pas regarder la merde qu'il a chié lui-même. Et nous, ici, on est là, à chaque fois, tu as chié, on prend main sur ta figure, voilà ce que tu as fait. C'est toi qui as fait ça, connard. C'est pas quelqu'un d'autre. Il est le premier à le faire, il ne regarde pas, il dit ça sent, ça sent, ça sent, ça sent. Non, c'est toi qui l'as fait, connard. Ce que le Chinois l'a fait, c'est votre responsabilité. C'est vous qui permettez ça de se produire. C'est à cause de vous. C'est votre rapport avec la loi.
Vous estimez que non, puisque la justice est défaillante, on doit brûler le voleur. Le Chinois, il comprend ça aussi, pareil. Puisque la justice est défaillante, pourquoi je vais aller porter plainte quand vous-même vous dites que votre justice ne marche pas? Vous me demandez, moi, d'aller porter plainte d'une justice à laquelle vous-même vous ne croyez pas. Mais il faut être débile pour faire ça. Je vous dis, même un Français au pays, il aurait des raisons de le faire. Hein. Heureusement que leur éducation ne leur permet pas de le faire. Ils auraient des bonnes raisons de le faire. Tu ne peux pas demander à un Chinois de respecter, de porter plainte dans un pays où toi-même, quand tu attrapes le voleur, tu vas le brûler. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Donc arrêtez cette hypocrisie à la noix. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Le Chinois vous révèle ce que vous êtes. J'ai même pas compris que ça puisse vous choquer. Moi, j'étais mort de rire. Et d'ailleurs, quand les gens m'appellent souvent nègre de maison, nègre de maison, c'est ça. C'est le nègre qui rêve de fouetter ceux qui sont dans la plantation. Mais ce gars-là, il a le bon rôle. Il y a plein de gens parmi vous, je rêverais de fouetter moi-même et les renvoyer dans un champ de canne. Il y en a plein parmi vous là qui sont libres, là. Je ne sais pas quoi vous avez dit. Vous êtes depuis qu'on vous a libéré, vous êtes là. Mes grands-parents étaient esclavagés, tu as encore l'esclavage dans ta tête. Tu veux qu'on te libère pourquoi? Non, vu que tu as encore l'esclavage dans ta tête, on te fait vivre ça. Du coup, on te met dans, comment dire, on te renvoie dans ton champ de coton. Maintenant, l'animal qui vient ici qui dit, le Chinois a raison de le faire, non, je suis pas d'accord. Moi, je vous dis, c'est le reflet de votre personne. Mais je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec ça parce que j'ai vu quelqu'un venir dans un de mes commentaires dire que le Chinois a raison parce que le gars a volé. C'est très bien, c'est justement ça. Jusqu'au jour, ça va être ton petit frère. Jusqu'au jour où la personne qui va faire ça va être blanche. Subitement, tu vas arrêter de dire qu'il a raison. Vous avez remarqué que quand on est en train de tabasser un voleur au Cameroun, les Camerounais disent toujours, posez-vous la question de ce qu'il a fait avant que les gens le tabassent. Quand un noir se fait aplatir par la police aux États-Unis, cette question ne vient pas. Non, 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 non. Même s'il a fait quoi, on ne doit pas lui faire ça. Il devient humaniste. Facteur intégrant, les gars, facteur intégrant. Le blanc, c'est le facteur intégrant. Si on veut parler de la maçonnerie, le blanc, c'est le liant. Vous prenez du sable, vous mélangez avec l'eau, vous voulez faire un papa avec, ça ne marche pas. Le ciment, c'est le liant. Le blanc, c'est le liant. C'est celui qui vous permet de garder une cohésion. Quand il n'y a pas le blanc, vous êtes comme le sable qu'on a mélangé avec l'eau. Mais dès qu'on met le blanc, hop, il y a le lion. Là, vous pouvez vous agglutiner, vous pouvez devenir fort et dire non, on est contre la violence, on est contre l'injustice, on est contre l'inhumanisme, on est humaniste, hein, nous sommes des êtres humains comme vous. Non, non, vous n'êtes pas des êtres humains, les gars, vous êtes des gorilles, vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Arrêtez d'être hypocrite. C'est le pays que vous avez créé. C'est la même chose que je vous ai dit quand on a arrêté Aïcha. Aïcha a fait quoi pour combattre ça? Nous, on est des ennemis parce qu'on est cohérents, on est droit dans nos bottes. Quand ça viole la loi, on critique. Même quand ça vient de notre camp. On ne défend pas pour défendre. On défend quand il y a de bonnes raisons de défendre. Et on tire quand il faut tirer. On n'est pas dans l'hypocrisie. Mais vous, ce qui vous guide, c'est l'hypocrisie. C'est tout ce qui vous intéresse. Vous voulez juste être du bon côté de l'injustice. Vous ne cherchez pas la justice. Vous voulez être du bon côté de l'injustice. Au jour d'aujourd'hui, les mêmes qui nous ont attaqués, nous ont qualifiés de traîtres, de tous les noms, ont même parfois demandé qu'on soit agressés dans les gares, sont les mêmes qui insultent Maurice Kamto. Et ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Non, comme je vous ai dit, la loi est là pour veiller. Parce que si chacun veut exercer sa liberté, il finit animal. Les seuls êtres humains, les seuls êtres vivants, pardon, qui considèrent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent où ils veulent, c'est des animaux sauvages. Parce que là, les animaux domestiques, ils sont dressés. Donc, ils ont des limites. Un chien, par exemple, si tu lui apprends ne pisse jamais sur le canapé, il ne pisse pas sur le canapé. Par contre, tu prends un tigre de la forêt, tu le ramènes dans ta maison, les premiers jours, il va pisser partout. Quand tu vas le domestiquer, tu vas le dresser, il va arrêter. Les seuls êtres qui pensent qu'ils peuvent tout faire où ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, c'est les animaux sauvages. Quand le lion se déplace, il a envie de pisser, il pisse là où il est. Quand l'hippopotame se déplace, il a envie de chier, il chie là où il est. Le lion, il se déplace, il a envie de manger, tiens, il y a une antilope, il mange. Et quand il y a plusieurs hyènes qui ont faim, qui voient un lion affaibli, bah, ils lui font dealer. Il y a des hyènes qui bouffent les lions. Quand tu as un lion qui est blessé, je sais pas moi, sa dernière tentative de choper un buffle s'est mal soldé, il s'est blessé, il devient faible, il ne peut plus chasser. Du coup, quand les hyènes repèrent un lion pareil, ils le font dealer, ils le bouffent lui. Ils le bouffent. C'est comme ça. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est ce qui nous sauve tous. Il n'y a pas de règle sur la route. Vous ne faites pas 100 mètres. Vous mourrez direct. Hein. Si les gens ont la liberté de rouler n'importe comment, si chacun veut exercer sa liberté, ben, il y a mort. C'est quoi une personne qu'on cogne, un piéton qu'on cogne? C'est un piéton qui a voulu exercer son droit de traverser la route au mépris des règles du code de la route. Il faut regarder à gauche et à droite avant de traverser. Il y a une règle. Il n'a pas regardé, il a voulu traverser, il a dit je traverse, hop, il s'est fait arrêter par la voiture. Ça peut être un chauffard qui a voulu exercer son droit de rouler malgré tout. Le feu est rouge, vous avez un piéton qui veut traverser, vous vous arrêtez, c'est ça la règle. Mais lui, il a voulu exercer son droit de rouler quand même. Eh bien, il a cogné un piéton. Le permis, le code de la route, c'est nous qui renonçons à nos libertés, à ce qu'on peut faire au volant. Nous renonçons indifféremment, mais pour se protéger, on renonce, on respecte le code de la route et on se protège. En renonçant à faire n'importe quoi sur la route et en se soumettant au code, on restreint nos libertés, mais on garantit nos chances d'arriver à destination. La loi, elle est là pour protéger. La loi, c'est une restriction de liberté par définition. C'est la même chose qu'on fait dans un État. Si chacun veut faire ce qu'il veut, je ne sais pas moi, tu te lèves le matin, tu as Jean-Bernard qui veut le couteau de la matière, et dit bon, la matière, tu as vu mon boum, non? Je suis fort. Donc tu me donnes pas ça, sinon je te fais dire. Bah, la matière qui a peur, qui a grandi dans un système où le plus faible, le plus fort a raison, eh ben donne le gésier. Et le matin, qu'est-ce qui va se passer? Tu as Mustapha Mbombo qui est là, qui va débarquer, qui va dire écoute Jean-Bernard, ici maintenant c'est moi le boss. Le couteau là, maintenant il est à moi. Tu dégages, tu comprends? Tu me laisses le couteau là. Je veux plus t'entendre. Et toi, Jean-Bernard, qui n'a pas eu envie de lire, il rapplique. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans la nature. Vous avez parfois le guépard qui poursuit sa proie, qui liquéfie l'animal. Au moment où il s'apprête à déguster, tu as le lion qui débarque. Il est obligé d'abandonner et fuir pour monter dans l'arbre. Parfois, au moment où il s'apprête à déguster, tu as la hyène qui débarque. Donc, le guépard était plus fort face à l'antilope.
Mais un groupe des hyènes sont plus forts que lui. Et quand le groupe des hyènes est en train de vouloir dépecer la proie, tu as un groupe de lions qui débarque, bah, la hyène elle se barre. C'est ça la nature. C'est comme ça que ça marche. Jusqu'à ce que tu as un chasseur quelque part avec son gun qui dit tiens, je veux la peau, je veux la peau de ce lion, et bam, il liquéfie le lion. Voilà, je veux dire, c'est comme ça la nature. Si vous vivez comme ça, c'est ce qui va se passer. Et on n'est pas à l'abri justement que le Mbombo, qui se sentait plus fort que le Jean Bernard, lequel se sentit plus fort que la bataille, se retrouve en face de la tontinade qui veut venger la junte féminine, cette fois avec une carabine, et fasse dealer en Mbombo. Et lui aussi, il passe des vies à trépas. Et on n'est pas à l'abri que le fils de la tontinade, là vous dites la tontinade, elle est la plus forte, elle est le sommet de la chaîne. Ah bah oui, mais sauf qu'elle peut s'endormir, et son fils qui a 10 ans, qui veut venger sa maman, qui veut pas avoir une maman tueuse, vient la poignarder en plein cœur. Il n'y a pas de sécurité, les gars. Dans ce monde-là, il n'y a pas de sécurité. Personne n'est en sécurité. Il ne faut jamais valider ce genre de truc, même si ça touche les gens que vous n'aimez pas. En étant à tout moment contre ça, vous vous protégez vous-même. Mais vous ne vous rendez pas compte. Mais je vous ai dit ici que les gens comme les Aïcha Kamoise ont parfois demandé qu'on enferme des personnes au mépris des procédures. Qu'est-ce qui se passe avec Aïcha Kamoise au Cameroun? Vous croyez que la procédure est légale? Vous croyez que la procédure est réglo? Non. Bien que la diffamation est punie au Cameroun, bien qu'elle soit punie, je suis tout à fait d'accord avec ça, il n'y a pas de problème, bien qu'elle peut être punissable d'une peine d'emprisonnement, mais pourquoi le cas d'Aïcha va aussi loin alors que la plupart du temps, ça s'arrête là? Vous êtes le reflet de votre société. Quand moi j'étais jeune, on insultait Paul Biya à l'université. On disait Paul Biya ta maman. On écrivait. On disait Paul Biya le gros cul de ta maman, c'était écrit. On écrivait ça sur des tableaux, sur des barbières. On insultait Biya, on insultait le recteur de la faculté. Il n'y avait jamais d'enquête pour essayer de savoir qui a écrit ça. C'était drôle, c'était des étudiants qui s'amusaient. Depuis le hold-up électoral, quand j'ai dit à Paul Biya le gros cul de ta maman, vous avez une partie des Camerounais qui ont dit on doit t'arrêter parce qu'il y a un animal qui a eu du zèle qui a lancé une plainte contre moi. Ça a excité les gens. Vous avez une moitié de gens qui disent on doit arrêter Serge parce que c'est inacceptable. Il a insulté les parties génitales d'un maman du président, une dame qui est morte depuis des années. Mais voilà, il fallait quand même qu'on arrête tout ça. Vous avez d'autres à côté qui faisaient semblant d'être logique. Ils faisaient semblant d'être humains, qui disaient bah non. Comment vous pouvez dire comment vous pouvez vous battre pour la dignité d'une dame qui est morte alors que des mamans se font tuer dans le nozo? C'est insultant. Ils avaient l'air humanistes parce que mes propos étaient mes propos étaient en faveur de leur camp. Quand j'ai commencé à me retourner contre eux parce que certains étaient pires que ceux que je combattais côté Paul Biya, c'est eux qui demandaient qu'on m'arrête. Ils ont fini. Du coup, on s'est retrouvé au Cameroun avec une majeure partie des Camerounais prêts à accepter l'idée qu'on arrête une personne parce qu'il a insulté Paul Biya. Et qui c'est qui a payé cher là-dedans? C'est le jeune qui, sur un sion dans les bananeraies du Openja, a dit Paul Biya ta maman. Et ce jeune, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est que vous avez vu cette semaine avec les Chinois. Sachez qu'il n'y a pas que les Chinois qui fouettent les employés. Moi, j'ai travaillé au port. J'ai travaillé au port dans les années 99. Je me souviens, c'était un stage. Hein. Je me souviens que le stage de la première en terminale. Quand je passe le probatoire, je suis à Douala. Stage de la première en terminale. J'avais un ami, camarade de classe avec qui on était au lycée. Son papa était mon prof. Qui, moi? Son papa était professeur dans mon lycée et son papa avait un ami qui bossait au port. Et donc, cet ami-là, comme c'était mon vieux pote, l'ami de ce papa-là nous a trouvé un stage au port en 1999. Et donc, quand je suis arrivé au port avec mon pote, il n'avait pas de chance parce qu'on parlait d'années révolues. On a quasiment le même âge à 3 mois près. Moi, je suis de fin 81, lui, il est de février 82. Donc, à 3 mois près, on a le même âge. Mais lui, vu qu'il était né en 82, ça ne passait pas. Donc, lui, il n'a pas été retenu. Alors, c'est lui qui avait trouvé le stage. Lui, il n'a pas été retenu, c'est moi qui ai été retenu. J'ai travaillé au port. Et du coup, quand on dit stage, c'était le job, c'était la manutention. C'était porter les sacs de café, mettre un truc pour charger au port. C'était le café qui faisait qu'il devait partir à l'étranger, quoi. Porter les sacs de café, vous êtes deux, vous chargez les palettes avec, vous chargez les palettes, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, j'étais très jeune. Et comme je ne suis pas du tout manuel, je m'arrangeais toujours à pas faire grand chose. Et ça passait, hein, ça passait. Je m'arrangeais toujours à être le petit tout frais là qui jouait les moumous là. Pendant presque 3 mois, pendant presque un mois, non, même pas un mois. J'ai fait un mois. Parce que l'ami de mon pote là, l'ami du grand frère de mon pote, avant, il a eu le barat. Donc, il a fait qu'on arrête mon stage alors que j'étais là pour 2 mois. Comme le petit frère de son ami ne pouvait pas faire le stage et que finalement, j'avais été retenu. Et ironie du sort, le monsieur qui m'a retenu s'appelait Chumbu. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai entendu le nom Chumbu. Donc, quand j'entendais Stéphane Chumbu, ça me faisait penser à ce mec-là. C'était un Chumbu qui bossait au port. On est arrivé dans son bureau pour dire voilà les 2 stagiaires qu'on t'a amenés. Il a dit toi tu es né quand 17 novembre 1981. Toi tu es né quand 22 février 1982. Ah ben je suis désolé, je le garde lui, je le prends pas. Il a dit ça cache au grand frère mon ami. Le grand frère était interloqué comme ça là quoi. Ah ben pourquoi lui il est né en 82, il n'a pas l'âge révolu, lui il a déjà l'âge révolu. Donc c'est bon, je le garde lui, je le prends pas lui. Terminé. Donc mon ami est venu, on est parti tous les deux ce matin-là, c'est moi qui suis resté, il est rentré. Et donc quand j'ai travaillé pendant un mois, au bout d'un mois, il a eu mon bat. Et il m'a, il a demandé, c'est lui. Donc un matin, on m'a dit, Serge, il n'y a plus ton nom sur la liste. Je suis parti comme ça par hasard. On m'a dit, il n'y a plus ton nom sur la liste. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, bah non, on a demandé qu'on retire ton nom. J'ai dit, ok, bon, bah, je suis rentré chez moi. Et en fait, c'était un stage, c'était chaud, hein, parce que tu gagnais 1830 euros 1830 francs. C'était pour gagner 1800. À la fin, tu partais pointé, et à la fin de la semaine, on te donnait 1830 x 5. Donc, soit tu marchais à pied pour y aller, parce que mon oncle, chez qui j'habitais à Douala, était à Deido. Donc, il habitait à Deido, près de Merde, le carrefour d'Eido, là, comment on appelle ça, là? C'est pas Grand Moulin? C'est Grand Moulin, non? Près du carrefour d'Eido, juste quand vous allez vers Ange Raphaël, oui, Grand Moulin, mon oncle habitait à Grand Moulin. Donc, tu avais le choix entre marcher pour aller à Youpetra, parce que si tu prends le taxi, tu payes 250, 200, tu flingues une bonne partie de ce que tu as gagné. Donc, le résultat des courses, il y a des semaines,
Bah, c'est pour ça que je pouvais même pas d'ailleurs être gros en noir, c'est impossible. Hein. Tu marches à pied pour y aller quoi. Et j'ai vu des choses là-bas. J'ai vu fouetter des adultes. Donc je vous raconte pas ça pour vous raconter des bêtises. C'est pour vous dire des adultes qui se font fouetter dans le cadre du travail. Je l'ai vu au port où on fouettait les gens. Ils se laissaient fouetter parce qu'ils ne voulaient pas perdre de travail. Moi, j'aurais jamais accepté parce que c'était qu'un stage. J'avais pas besoin de ça pour vivre. C'était une occasion pour aller à Douala. À la fin du stage, je vous ai dit, j'ai travaillé peut-être 20 jours. J'ai peut-être gagné quelque chose comme 40 000, 1830. C'était juste une expérience. J'avais pas besoin de ça pour payer ma pension. Mon papa avait l'argent. Mon papa n'était pas riche, mais il avait les moyens de nous payer le truc à l'école, de payer ma scolarité, que je n'avais pas besoin de travailler. C'était une bonne occasion d'aller à Douala. Et je me souviens que, à force de jouer au malin, pas travailler, un matin, les gars m'ont dit Serge, tu vas bosser cette fois. Ils m'ont pris. Ils m'ont dit tu vas charger aussi, mon gars. J'ai lu là. Je crois qu'à un moment donné, j'ai eu tellement mal que j'ai cru que j'avais la hernie. En fait, à un moment donné, je me suis retrouvé avec un de mes testicules qui avait gonflé, c'était comme le noyau de l'avocat. Donc ceux qui sont au Cameroun qui ont la référence, un de mes testicules, c'était comme le noyau de l'avocat. On a appelé ma maté à Fumbo qui est venu rapidement là-dedans. On a commencé à dire que c'était la hernie. On s'apprêtait presque à aller m'opérer. Mon oncle, je me souviens, mon oncle, il me prend. Il s'apprête à aller m'opérer. Il passe près d'un médecin. Il y avait un gars qui avait son cabinet médical là, toujours là vers Angers, toujours Grand Moulin. Hein. C'était un champ. Il s'appelle Anissé. Donc il m'amène là-bas pour dire regarde quand même ça, tu me dis Serge. Vous voyez comment, heureusement qu'on est tombé sur un mec qui se connaissait. Parce que le premier médecin a dit que c'était la hernie. Donc on a programmé l'opération. Et vous savez qu'à l'époque, dans les années 99, opération, ça signifiait généralement risque de mort, quoi. Donc quand je suis en train d'aller être opéré, là, je me dis je suis mort. Je me souviens de ma mère, quand on a amené ma mère de Fumbo, il fallait que ma maman constate des dégâts. Donc imaginez le jeune embarrassé que j'ai. Hein. Vous avez 18 ans, vous avez votre mère qui est obligée de peloter votre testicule pour constater des dégâts. Vous imaginez un peu la scène. Tu es obligé, parce que la maman, on l'a dépêché de Fumbo, elle est venue en urgence parce que son fils, il a un testicule qui est devenu gros comme ça, et, et on va l'opérer, quoi. Donc j'ai failli finir avec une couille, quoi. J'ai failli finir. Désolé, je de ces histoires. Donc, donc on m'arrête. C'est là que, quand on est en train d'aller avec ma mère et mon oncle à l'hosto, on s'arrête chez ce médecin-là qui s'appelle Anissé. Anissé regarde, donc lui aussi me pelote les couilles naturellement. Il dit, mais non, ça c'est pas la hernie, ça qui vous a dit que c'est la hernie. Bah, mon oncle dit, bah, c'est un médecin qui l'a. Non, 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 vous n'opérez rien là-dessus, hein. C'est pas la hernie. Non, non, il a ce qu'on appelle l'orchite. Mais c'est quoi ça l'orchite? Inflammation du testicule. Donc son testicule est inflammé. Tu as fait beaucoup d'efforts récemment? Ouais, ouais, disons que je fais un stage au port et pendant longtemps, j'ai quand même réussi plus ou moins à échapper à la manutention. Et puis la semaine derrière, les gars m'ont dit, tu vas travailler ton argent. Donc, oui, j'ai porté les sacs. Je me dit, bah voilà, c'est ça. Donc, tu as attrapé l'inflammation du testicule. Voilà. Donc, il m'a prescrit 2, 3 médicaments. On va vous le ramener à la maison, vous n'allez rien opérer dessus. Ah, j'ai dit, Dieu existe! J'avais peur qu'on aille me couper, je vous dis. On serait allé me couper les testicules. On serait allé me couper les testicules, m'enlever une bille, quoi. Et en plus, à ce moment-là, hein, c'était vraiment, et heureusement, parce qu'après ça a guéri. Parce que moi, quand je suis arrivé pour les vacances, donc il y avait déjà un gésier dans les parages que j'étais en train d'ambiancer. Donc quand le testicule commence à gonfler, les mecs qui sont inquiets pour moi, on me parle d'opération, je suis en train de réaliser que je risque de de doule sans un peu le gésier là, quoi. C'est ce qu'il y a dans ma tête. Dans ma tête, je dis, oh putain, ben putain, comment je vais faire là? Elle s'appelait Chantal, elle s'appelait Eboko Elisabeth Chantal. Elle s'appelait Eboko Elisabeth Chantal, elle habitait dans une maison en barrière près de chez nous. Donc euh, je la croisais très souvent à l'eau, quand on allait porter l'eau, parce que comme on allait porter l'eau, on a vraiment vécu une idylle avec elle. Donc j'étais en train de repenser comment, putain, quand on va me payer les testicules vont être, mon dingue va être inopérationnel combien de temps? Est-ce que je vais pouvoir grimper l'angala avant de rentrer au fond quoi? Voilà le genre de truc que j'ai voilà le genre de truc que j'ai dans ma tête. Voilà que... Bonne fin de journée à Barry. Voilà le genre de truc que j'avais dans ma tête. Et puis finalement, j'ai pris le médicament que le docteur Anissa a prescrit. J'espère qu'il a encore en vie. S'il n'est plus en vie, paix à son âme, parce qu'il n'était pas très jeune à l'époque, j'ai pris les médicaments, le truc a commencé à baisser tranquille, quoi. Voilà. Donc oui, c'est pour dire que pendant ce stage-là, à Youpoué 3, j'ai vu les adultes se faire fouetter par des responsables. Des adultes. J'étais choqué. J'ai dit, mais comment les gars peuvent accepter ça? Le pauvre. Et vous avez des gens qui marchaient le matin, qui venaient, il n'y avait pas leur nom sur la liste de ceux qui sont retenus pour travailler. Donc vous savez que parfois, je vous dis, hein, le pays il a dur. Hein. Et j'ai vu aussi d'autres types d'abus. J'ai connu un gars là-bas au port qui racontait comment, lui, quand il veut une gars, il n'a pas besoin d'aller chez Limbok. Il voit une fille qui vend les arachides sur sa tête. Mamie, viens ici. Ton plateau là, c'est combien? Le plateau, la valeur totale, c'est 2000. Bon, je te baille tout en go. Comme ça, du coup, tu n'as plus à vendre, quoi. Et voilà comment et la meuf se retrouve avec un dilemme. Elle a la possibilité de marcher dans toute Douala toute la journée pour vendre ça et gagner 2000. Elle a la possibilité, de liquider les 2000 contre une partie jambe en l'air. Beaucoup de filles choisissaient cette option-là. Vous voyez comment la nature ne laisse pas beaucoup de choix. Vous ne pouvez pas dire ça à une personne en Europe. Mais la misère du pays fait qu'on est prêt à accepter beaucoup de choses. Oui, c'était l'orchite. Oui, orchite, oui. Vous tapez sur Internet orchite, je crois que c'est inflammation du testicule. Regardez comment la nature. C'est pour ça que quand je vous vois tomber sur les Cynthia Fiancan, je vous dis, non, c'est l'échec de notre société. Cynthia Fiancan, c'est l'échec de notre société à protéger les plus faibles. Si une jeune fille a le choix, il y a des choses qu'elle ne fera pas. Quand je vois les gens qui disent, ah, Jean facile, tu peux pas aller vendre les arachides comme d'autres. Non, c'est pas simple. Prenez un plateau d'arachides, baladez-vous dans tout droit là. Les gens font ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Les gens font ça parce qu'ils n'ont pas le choix, je vous dis. Tu vois la vendeuse d'arachides là, tu lui proposes que vienne tous les jours chez moi, tu me tailles le nding. Je te donne le double de ce que tu gagnes. Elle va accepter parce que le calcul est vite fait. Ce n'est pas une affaire de dignité humaine. Tu dois marcher presque 20 km le même jour pour vendre un plateau à 2000 francs CFA. 2000 francs CFA, c'est 3 euros pour ceux qui sont nés en Europe qui m'écoutent. 2000 francs CFA, c'est 3 euros.
Tu dois marcher toute ta journée pour 2000 francs CFA. Quelqu'un te dit, gars, et surtout avec la chaleur de Douala là. Parce que Douala, c'est une ville très chaude et très humide. C'est exténuant de te balader, marcher là-bas. Donc tu dois marcher suer pour vendre un plateau à 2000. Quelqu'un te dit que, gars, quand une petite partie des Yamo dépose son plateau, tu viens, on passe la journée dans ma cam. C'est vite fait, je vous garantis. Essayez de raisonner 2 secondes. Vous allez voir, essayez de raisonner de façon pragmatique, pas de façon morale. Vous raisonnez uniquement de façon pragmatique. Et vous comprenez qu'est-ce qui pousse cette personne à l'accepter. De façon pragmatique, quelle est l'action qui demande le plus d'efforts pour gagner les mêmes 2000 euros, les mêmes 2000 francs? Se balader dans toute la ville. Encore, je vous ai dit, ne le fais pas par plaisir. Tu ne pourrais pas imposer ça à une personne qui fait un métier par plaisir. Tu ne vas pas demander à une enseignante, viens chez moi m'épiner et je te donne le même salaire que tu en tant qu'enseignant. Non, l'enseignante fait son métier parce qu'elle aime son métier, donc elle ne va pas tomber dans le piège. Mais une personne qui porte le plateau d'arachide pour vendre dans tout droit là, elle ne le fait pas par plaisir. Elle le fait parce qu'elle n'a pas le choix.